CJN. Oh. Ok. En direct live, aujourd'hui nous allons parler des maladies. Viens par ici, car je gratte un nouveau texte que je dédie à mes sœurs et à mes rêves. Trop d'années que je subis cette souffrance, je vis mon deuil. Trop d'amis qui me méprisent à mes obsèques, je me sens seul, je marche seul dans le noir. Je me regarde dans un miroir, un flashback dans ma mémoire. Yeah. Connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'industrie des maladies. Et c'est sous un fond de CJN, une chanson exclusive que j'ai enregistrée il y a de cela 4 ans déjà. Et c'est Je renais de mes centres, c'est le titre de la chanson. Yeah, CJN. Oh. J'apprécie pas ce genre de blague, oui ça va, expliquez-moi. Yeah, ok, CJN. Connectez-vous, partagez le direct. Aujourd'hui, on va parler des maladies, on va parler de l'industrie, on va parler des opportunités d'affaires dans le domaine de la santé, dans le domaine de la médecine. Même si vous n'êtes pas de la médecine, même si vous n'êtes pas de ce corps de métier, vous allez bénéficier de ces opportunités que vous pouvez saisir très facilement. Yeah. S'il te plaît, n'oublie pas tout le bienfait que j'ai fait pour toi. Je te donne tout mon cœur. Yeah. CJN. Connectez-vous, partagez le direct, identifiez les personnes afin que ces personnes puissent bénéficier de ce dont on va échanger tout au long de ce direct qui va durer 1 heure ou 1h30 tout au plus. Yeah. Oh. Connectez-vous, aujourd'hui on va parler de l'industrie des maladies, aujourd'hui on va parler des opportunités d'affaires dans le domaine de la santé, dans le domaine de la médecine et ce sera très excitant, surtout sur le plan intellectuel pour ceux qui pensaient déjà à autre chose. Yeah. Là en background vous avez quelques-unes de mes chansons lorsque j'étais en faculté de médecine. Les chansons que j'ai enregistrées lorsque j'étais rappeur. Yeah. Toute cette peine qui me hante. Yeah. Connectez-vous, connectez-vous. Oui, salut Dorine, comment tu vas? Salut Oumar Diallo, comment tu vas? Identifiez vos amis, partagez le direct. On va commencer dans maximum 10 minutes. Avec le thème du jour, l'industrie des maladies. Yeah. Voilà, ici, je peux pas un jour de limiter. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Yeah. CJN. Il paraît que tu as voulu clasher. Yeah. Il paraît que tu as voulu clasher. Non, c'est impossible. Si pitoyable, ça me paraît impensable d'être autant inaudible, pourtant j'ai passé au crible tous tes textes sur ma table et quand le veuille ou non, c'est incompréhensible. Ta grammaire est instable, improbable et horrible. Ta diction dépasse le stade de l'inadmissible. Arrête les messages illisibles au portable. Reprends ton cartable, ton peurat est pénible. Le plus insupportable, c'est que tu es impossible. Le rappeur introuvable, le voleur invisible. Le rappeur pénible, impardable et corruptible. T'es peu crédible, c'est méprisable et risible. Yeah. On commence dans 5 minutes avec l'industrie des maladies sous fond de rap. CJN au mic. Yeah.
Une mine à la monde. Yeah. Ici c'est GN, c'est le dangereux, lyrics de bonhomme. Pourtant t'es un beau black. Alors, on va commencer avec le direct. Aujourd'hui, nous allons parler de l'industrie des maladies. L'industrie des maladies, ce sont les industries qui tournent autour des personnes qui sont malades ou alors des opportunités d'affaires que nous pouvons saisir lorsque les personnes tombent malades. Je sais que ça peut être dramatique de parler de maladies et d'opportunités d'affaires, mais fatalement, nous sommes dans un monde où il y a des opportunités partout. Même quand les gens meurent, il y a des opportunités. Je sais que c'est macabre, mais c'est ça la vie, c'est ça le capitalisme, c'est ça le néolibéralisme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et il serait inconcevable de ne pas saisir ces opportunités en pensant que c'est macabre, c'est dramatique, etc. Donc aujourd'hui, on va parler de l'industrie des maladies. J'ai trouvé qu'il était important d'aborder ces thèmes-là qu'on n'aborde pas souvent et qui sont en général tabous, en se disant que non, vraiment, quand quelqu'un est malade, il ne faut pas parler d'argent. Quand quelqu'un meurt, il ne faut pas parler d'argent. Non, on parle d'argent de la naissance jusqu'à la mort. Même quand vous êtes dans le cercueil, là, le cercueil dans lequel on vous met, il y a quelqu'un qui a gagné de l'argent pour pouvoir vous enterrer. Il y a quelqu'un qui a gagné de l'argent pour enterrer le mort. Il y a quelqu'un qui a gagné de l'argent pour filmer les obsèques. Il y a quelqu'un qui a gagné de l'argent pour nourrir tous ceux qui viennent aux obsèques. Donc, il n'est pas tabou de parler d'argent, qu'importe le secteur d'activité. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de travestir vos valeurs pour de l'argent. Je ne suis pas en train de vous dire d'entrer dans des cercles bizarres qui de toutes les façons ne servent absolument à rien. Parce que le seul cercle pertinent, c'est le cercle de votre consistance intellectuelle qui est développé par votre travail, par votre cercle d'influence, par votre capacité à pouvoir vous développer, à pouvoir étudier, à pouvoir utiliser des leviers dans votre environnement qui vous permettent de pouvoir brader certains échelons de manière beaucoup plus optimale. Donc, nous allons parler de l'industrie des maladies aujourd'hui. Et avant qu'on entre dans le thème du jour, je voudrais commencer par parler de quelque chose de bizarre. Alors, cette chose, c'est l'amour. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a des amoureux qui sont en train de suivre le direct? Si oui, envoyez les cœurs pour me montrer que vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse, vous aimez l'amour, vous êtes vraiment passionné chaque fois qu'on parle d'amour. Aujourd'hui, avant qu'on entre dans le thème exact, je vais essayer de parler d'amour. Mais dans un aspect peut-être un peu sarcastique et qui peut-être ne va pas plaire à tout le monde. Moi, lorsque j'étais servant de messe, parce que j'ai été servant de messe pendant plus de 10 ans, notamment lorsque j'étais jeune, je partais à l'église avant d'aller à l'école, puisque ma mère, déjà je lui fais un coucou maman, même comme tu es parti, mais je sais que tu me regardes de là-haut. Et qu'est-ce qui se passe? Je partais à l'église avant d'aller à l'école. Et quand j'étais donc à l'église, étant donné que j'étais à l'église tous les jours, parce que je partais à l'église de lundi à dimanche, un jour, ma mère me dit, mon ami, toi tu es là, tu es seulement à l'église et tu écoutes. Il faut jouer un rôle dans l'église. C'est donc comme ça que j'intègre certains mouvements à l'église comme les coqs-mondes et ensuite je suis devenu servant de messe. Alors lorsque j'étais servant de messe, il y a une particularité, c'est que il faut accompagner le prêtre dans ce qu'il fait, il faut comprendre toutes les étapes de la messe, notamment j'étais catholique à cette période-là et je récitais pratiquement toute la messe, donc je connaissais toutes les parties de la messe, j'étais capable de faire. La preuve c'est que lorsque j'ai eu mon CEPE, qui aujourd'hui s'appelle CEP, j'ai failli devenir prêtre parce que je suis allé au petit séminaire, j'ai eu le concours. Mais bon, à travers un certain concours, je ne me suis pas retrouvé en train de devenir prêtre. Donc, pourquoi est-ce que je parle de cela? C'est parce que dans la religion, il y a certaines expressions qu'on utilise et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me rends compte que ce sont des balivernes. Et l'une de ces expressions, c'est l'amour. Parce qu'il y a quelque chose qu'on disait toujours, notamment se saluer, parce que à l'église, à un moment donné, il faut que les gens se saluent, il faut que les gens montrent que oui, je t'aime mon frère, les gens s'embrassent, et une partie de la messe qui est consacrée à cela. Et le prêtre aimait toujours dire à ce moment, aimez-vous les uns les autres, vous devez vous aimer les uns les autres, n'aimez pas la haine, ne pratiquez pas la haine, il faut vous aimer.
Et moi aussi, je répétais ça à longueur de journée, aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Mais je me suis rendu compte que c'est une baliverne, parce qu'on ne peut pas s'aimer les uns les autres. Et je vais le démontrer avec quelques éléments, avec quelques faits. Parce que la société nous rappelle au quotidien que nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres. Je vais prendre un exemple sur le plan entrepreneurial. Tous les jours sur ma page, notamment pour ceux qui me suivent, je parle d'entrepreneuriat. Je parle de comment est-ce qu'il faut faire pour se lancer. J'explique les stratégies qui devraient vous permettre de pouvoir transformer vos idées en opportunités d'affaires. Mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment. Cette chose, c'est quoi? C'est le fait que, supposons que, moi par exemple, actuellement, je suis au Cameroun, je suis dans la capitale du Cameroun qui s'appelle Yaoundé, dans un quartier qui s'appelle Mvokada. C'est notamment au siège de la Startup Academy. Donc, supposons que vous êtes dans votre quartier et vous décidez de vous lancer en entrepreneuriat parce que vous estimez que c'est pertinent, vous allez contribuer au développement de votre quartier qui est le Cameroun ou qui est le Togo, qui est le Burkina Faso, qui est la Côte d'Ivoire, qui est le Mali, ou globalement contribuer au développement économique de l'Afrique. Et qu'est-ce que vous faites? Vous décidez d'ouvrir une boutique dans votre quartier. Dans votre boutique, vous vendez les produits de première nécessité comme du riz, comme de la sardine, comme du pain, comme des avocats, etc. Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez appris les techniques de marketing parce que Claudel vous a parlé du vendeur 3.0 qui est l'une de nos formations à la Startup Academy. Donc, vous avez appris les techniques de marketing, les techniques de vente. Vous avez appris la relation client. Vous avez appris l'expérience client. Vous avez appris la comptabilité. Vous avez appris un ensemble de disciplines. Vous êtes devenu pluridisciplinaire ou plutôt multidisciplinaire. Vous avez vendu votre produit d'excellent. Vous ouvrez votre boutique et vous vendez vos produits. Une semaine après, 2 semaines après, 1 mois après, vous commencez à faire un chiffre d'affaires très conséquent. 3 mois après, les gens commencent à venir énormément dans votre boutique. Vous ouvrez une 2e boutique, vous ouvrez une 3e boutique, vous ouvrez une 5e boutique. Parce que les affaires marchent, les affaires fonctionnent, vos stratégies fonctionnent. Vous seriez content parce que vraiment, vous avez lancé une activité, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'avant que vous n'ouvriez votre boutique, il y avait des gens qui avaient des boutiques avant. Avant que votre opérationnel, il y avait des gens qui avaient leur boutique. Et le fait que votre boutique soit en train de fonctionner, le fait que votre boutique soit en train d'avoir de la croissance, le fait que vous êtes en train d'ouvrir des succursales dans plusieurs autres villes, dans plusieurs autres quartiers, dans plusieurs autres pays, ça fait en sorte que les parts de marché concernant ce secteur d'activité sont en train de diminuer. C'est-à-dire que les personnes qui étaient là avant vous, les personnes qui avaient leur boutique avant vous, en fait, leur chiffre d'affaires est en train de diminuer. Et vous voulez que ces personnes vous aiment les uns les autres. En fait, vous vous attendez à ce que ces personnes vous aiment. Vous vous attendez à ce qu'à l'église, quand ces personnes vont se retrouver avec vous, ces personnes vous embrassent pour vous dire que mon frère, je t'aime. Alors que leur activité est en train de disparaître du fait de votre croissance, du fait de votre performance, du fait de votre qualité de service, qualité de produit et globalement de votre excroissance dans d'autres pays. Non, 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 ils ne peuvent pas vous aimer. C'est impossible. Dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas vous aimer les uns les autres. Quelqu'un pour qui votre activité est en train d'entraîner la décroissance ne peut pas vous aimer. Et c'est un cas de figure que je ne comprenais pas quand j'étais servant de messe. Parce que quand j'étais servant de messe, je disais, mais pourquoi les gens ne s'aiment pas? Mais pourquoi il y a la guerre dans les pays? Mais pourquoi dans ce pays on tue des gens? Mais pourquoi au journal tous les jours on nous dit qu'on a égorgé? On nous dit qu'on a tué un enfant. On nous dit qu'on a violé un enfant de 2 ans, de 3 ans. Moi, je prends peut-être l'exemple. Lorsque j'étais à l'hôpital régional de Bafoussam, parce que j'ai eu à exercer là-bas, il ne passait pas une semaine sans qu'on ne reçoive un enfant qui s'est fait violer par un adulte. Et les enfants, c'était les enfants de 3 ans, les enfants de 4 ans, les enfants de 5 ans. Et nous savons tous que lorsqu'un enfant subit un traumatisme pareil, que ce soit sur le plan physique comme lorsqu'il s'agit d'un viol, que ce soit sur le plan psychologique, en fait, ça va le marquer toute sa vie. Ça nous choquait et on se disait, mais pourquoi les gens ne s'aiment pas? Pourquoi les gens ne veulent pas s'aimer comme le Christ nous a recommandé en partant? Non, 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 non. On ne peut pas s'aimer les uns les autres. Ce sont des balivernes. Il est impossible dans la société actuelle que nous puissions nous aimer les uns les autres. Non, non. Il y a une catégorie de personnes qui pourront vous aimer, mais ne vous attendez pas à ce que tout le monde vous aime. Ce n'est pas possible. Prenons un autre cas de figure. Vous vous lancez en entrepreneuriat parce que vous avez identifié une opportunité d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des opportunités dans le domaine de la santé. Parce que le thème de ce direct, c'est l'industrie des maladies. Je sais que c'est un thème qui est bizarre.
Parce que beaucoup de gens se disent, mais est-ce qu'il y a une industrie dans les maladies? Donc, dans les maladies, les gens gagnent de l'argent. Quand les gens meurent ou quand les gens sont malades, les gens gagnent de l'argent. Mais bien sûr que les gens gagnent de l'argent. Il y a des gens qui sont contents que vous soyez malade. Il y a des gens qui sont contents que le nombre d'Africains malades augmente. Il y a des gens qui sont contents du fait que la croissance démographique de l'Afrique ne fait que progresser. Et quand cette croissance démographique ne fait que progresser, ça veut dire que le nombre d'Africains augmente. Et quand le nombre d'Africains augmente, ça signifie que le nombre de problèmes que ces Africains ont sera beaucoup plus exponentiel. Et les personnes qui ont des solutions à ces problèmes, en fait, ces personnes vont gagner de l'argent. Vous croyez que ces personnes, ça les gêne que vous ayez des guerres dans votre pays, que vous soyez malade, que tous les jours vous mourrez d'une maladie? Non, 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 ça ne les gêne pas. Parce que eux, ils ne vous aiment pas les uns les autres. On ne va jamais s'aimer les uns les autres. Ça n'existe pas, c'est une baliverne. Et je vais prendre un autre exemple. Vous vous lancez dans un secteur d'activité, par exemple, vous avez décidé de lancer une usine de désinfectants pour les mains. Comme par exemple, actuellement, c'est la Covid. Quand vous arrivez quelque part, on vous dit, monsieur, il faut vous désinfecter les mains. Vous allez au restaurant, on vous dit qu'il faut vous désinfecter les mains. Vous allez dans une boulangerie, on vous dit qu'il faut vous désinfecter les mains, etc. Donc, il y a des gens, qui sont en train de gagner de l'argent avec les désinfectants pour les mains. Mais lorsque vous allez lancer votre usine de désinfectants pour les mains, il y a 3 catégories de personnes qui ne pourront les uns les autres. La première catégorie, ce sont les gens qui ont aussi lancé leur usine de désinfectants pour les mains, mais qui n'ont pas la même performance que vous. Ça veut dire que pendant que eux, ils vendent par exemple 10 désinfectants pour les mains par semaine, vous êtes en train de vendre 100 désinfectants. Yeah. On a eu un petit problème de connexion. C'est la raison pour laquelle certainement vous ne me suiviez plus à partir d'un certain moment. Donc, je vais attendre que les gens se reconnectent à nouveau et on reprend dans 5 minutes. Et en attendant, je vous mets un peu quelques-unes de mes chansons pour que vous puissiez écouter ce que je faisais lorsque j'étais rappeur. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que antérieurement, je rappais, je faisais de la musique, j'ai eu à faire des concerts. J'ai plus de 107 chansons que j'ai déjà enregistrées en studio. Et c'est important d'assumer ce qu'on a eu à faire avant parce que ça nous permet de progresser, ça nous permet de nous en inspirer pour faire mieux. Donc, je vais laisser 5 minutes pour que les autres puissent se connecter parce qu'on a eu un problème de connexion. C'est la raison pour laquelle vous ne me suiviez plus à partir d'un moment. Donc, connectez-vous, identifiez les personnes qui peuvent être intéressées par un direct pareil et surtout, partagez le direct. Seul ma plume tenait le coup, elle et moi on a trémé, dans les des fois on discutait, le bout du temps j'en étais fier et elle seule me détendait. Tais-toi, fais-la, respecte ma plume s'il te plaît, reste calme, assieds-toi et médite ce couplet. Cette fois, je me livre, ça y est, je dis tout. C'est galère que c'est surmonté, c'est me livre pour me sentir libre. Et pour tous ceux qui me suivent et ont de l'affection pour moi, en sûrement écouté pourquoi je rappe, ça vient de moi. Tout a commencé à l'internat, tout petit de mon état, de cette ville des boulevards, je vous assure, je ne kiffais pas. Et un jour, je bichais quelques heures après les cours. Il a parlé, il a rappé, il a checké, j'ai kiffé. Oui, c'est Just Sky. Un rappeur assez huppé. Avant ça, j'étais carré, décalé, il savait couper. Avec le rap à cette époque, j'avais trop de préjugés. Et pour moi, c'était bruyant. Connectez-vous, partagez le direct. Les personnes qui peuvent être intéressées par la thématique du jour. Et dans 3 minutes, nous allons continuer. Yeah. Pour la vie, il faut faire des choix. Pour la vie, il faut faire des choix. Faire des choix. Comme celui de me retrouver en médecine. Dans la vie, il faut faire des choix. Comme celui de me retrouver en médecine. Ce prof qui me disait la vie est speed, la vie est speed, vite, t'as même pas le temps de replier. On fait pas toujours ce qu'on aime, j'ai compris pas de problème. J'ai compris pas de problème. Je l'ai compris, pas de problème. Yeah, CGN. Yeah. Toujours fan de Cynic et tout ceci, c'est grâce à lui. Alors, on va continuer. Désolé, tout à l'heure, on a été coupé par la connexion Internet et là encore, c'est un problème qui devrait constituer une opportunité d'affaires pour les entrepreneurs africains. J'étais en train de parler, déjà je rappelle la thématique du jour. La thématique du jour, c'est l'industrie des maladies. Donc pendant ce direct, nous allons parler de l'industrie des maladies. Nous allons parler des opportunités d'affaires qui tournent autour des maladies. Qu'importe la maladie.
Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'il y a maladie, il y a argent qu'on puisse gagner. Et avant qu'on entre dans la thématique du jour, j'étais en train de développer un sujet en ce qui concerne l'amour. Et je demandais à tous ceux qui sont amoureux d'envoyer des cœurs pour dire vraiment moi, je suis amoureux, je suis amoureuse, j'aime l'amour. Envoyez les cœurs, tous ceux qui aiment l'amour. Et j'étais en train de partager mon expérience en ce qui concerne mon expérience religieuse. Parce que moi, j'ai été servant de messe pendant plus de 10 ans. C'était dans la ville de Yaoundé, dans une église qui s'appelle l'église Christ-Roi de Tinga. C'est l'une des plus grandes églises de la capitale Yaoundé. J'étais donc servant de messe là-bas. Et je maîtrisais tellement la messe parce que je servais tous les jours de lundi à dimanche. Je maîtrisais toutes les parties de l'église. Et il y a une partie qui me marquait particulièrement. C'est lorsqu'on demandait aux gens de se saluer, de s'embrasser ou plus simplement de s'aimer les uns les autres, de ne pas cultiver la haine, de ne pas cultiver la jalousie parce qu'il faut qu'on s'aime. Et j'étais donc en train d'expliquer qu'en fait, c'est une baliverne parce qu'on ne peut pas s'aimer les uns les autres. J'ai pris l'exemple avec quelqu'un qui a eu à saisir une opportunité d'affaires en ouvrant une boutique. Je vous ai fait comprendre que si vous ouvrez une boutique et que votre croissance, c'est-à-dire vous avez des techniques de marketing, des techniques de communication, des techniques de vente, vous avez une très bonne relation et une expérience client exceptionnelle et qu'avec le temps, vous avez une croissance de votre activité, ne vous attendez pas à ce que les gens qui pratiquaient la même activité que vous et dont leur chiffre d'affaires est en train de baisser, en fait, ne vous attendez pas à ce que ces personnes vous aiment. Ces personnes ne peuvent pas vous aimer les uns les autres parce que vous êtes en train de pratiquer quelque chose qui diminue leur influence, qui diminue leur chiffre d'affaires. Et vous vous attendez à ce que quand vous serez à l'église, vous puissiez les embrasser en étant contents et eux contents parce que vous devez vous aimer les uns les autres. Non, non, non. On ne peut pas s'aimer les uns les autres. Nous sommes dans une société, il est impossible de s'aimer les uns les autres. Et je prenais un autre exemple du fait que si vous lancez une initiative maintenant, par exemple, vous produisez des désinfectants pour les mains parce qu'on a dit que c'est la Covid. Vous entrez dans un supermarché, on vous dit de vous laver les mains ou de vous désinfecter les mains. Vous entrez dans une boulangerie, c'est la même chose. Vous entrez dans un hôtel, c'est la même chose. Et vous avez donc décidé de saisir cette opportunité en produisant des désinfectants pour les mains. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez produire vos désinfectants et vous allez vendre vos désinfectants aux personnes qui en ont besoin ou aux structures qui en ont besoin. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'avant que vous ne commenciez à produire vos désinfectants pour les mains, il y a des gens qui produisaient des désinfectants pour les mains avant. Et ces personnes-là, peut-être elles vendaient 10 désinfectants pour les mains par semaine ou 20 désinfectants. Et vous venez de venir avec votre technique de vendeur 3.0 ou alors toutes les autres stratégies que vous utilisez, vous réussissez à vendre 100 désinfectants par semaine, 200, 400, 500. Vous ne faites que gagner des parts de marché. Et vous vous attendez à ce que ces personnes-là puissent vous aimer les uns les autres? Non, non. Ne soyons pas inconsistants sur le plan intellectuel. Ne récitons pas les choses qu'on a eu à nous dire à l'église ou alors dans notre religion, qu'importe l'endroit. Comme si le cerveau ne fonctionnait pas, non. En entrepreneuriat, on ne peut pas s'aimer les uns les autres. Parce que si ce que vous faites est pertinent, ça signifie que vous gênez forcément quelqu'un. Si vous faites quelque chose de percutant, vous gênez forcément quelqu'un. Si vous avez une certaine performance, une croissance exponentielle, ça veut dire que vous êtes en train de gêner quelqu'un qui n'a pas la même croissance que vous ou qui est en train de faire la même activité que vous et il n'a pas le même aura que vous. Ne vous attendez pas à ce que cette personne vous aime. La personne ne peut pas vous aimer parce que vous êtes en train, à travers votre travail, à travers votre activité, de faire que la personne disparaisse. Comment alors vous voulez que la personne vous aime? Comment vous allez vous plaindre que les gens ne m'aiment pas, l'homme est mauvais? Mais pourquoi vous voulez que l'homme soit content? Si ce que vous êtes en train de faire, j'aime cet homme-là. Parce que tous les jours, lorsqu'on regarde le journal, on va se rendre compte qu'il y a des gens qu'on tue, il y a des guerres dans des pays. Par exemple, au Cameroun, il y a une actualité où il y a des femmes qui ont été égorgées pratiquement au nozo. Je dis mes condoléances à la famille ou alors aux familles qui ont été éprouvées. Oui, mais fatalement, notre société est violente. Notre société est conçue de telle sorte que les intérêts priment même sur la vie. Ce n'est pas moi qui le souhaite ainsi. J'aurais bien aimé que nous soyons dans une société où on s'aime, où lorsqu'on marche en route, on rencontre une fille ou n'importe qui, on s'embrasse pour dire « Mon frère, je t'aime. Mon frère, tu es magnifique. Mon frère, Dieu nous a aimés. Dieu nous a conçus pour qu'on s'aime. » Que ce soit ça. Ce serait bien qu'on s'aime, ce serait bien que tout le monde puisse participer à ce que l'autre se développe, contribuer à ce que l'autre puisse devenir la meilleure version de lui-même. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. J'aurais bien aimé que ça fonctionne comme ça, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et lorsque nous sommes dans une société où les choses ne fonctionnent pas comme on le souhaite,
la première chose qu'il faut faire, c'est de comprendre comment la société fonctionne. Parce que si vous ne comprenez pas comment la société fonctionne, vous allez vouloir imposer à la société ce que vous aimez. Et en fait, vous allez passer tout votre temps à vous plaindre. Vous allez passer tout votre temps à être aigri. Parce que la société ne va jamais se comporter comme vous le souhaitez. Non. La société a un fonctionnement. Tout ce que vous pourriez faire, c'est 1, d'analyser le fonctionnement de la société. 2, essayer de vous corréler ou alors de vous synchroniser par rapport à ce fonctionnement. Dès que vous aurez compris ce fonctionnement, dès que vous allez vous synchroniser avec ce fonctionnement et que vous allez pouvoir dénicher des opportunités et gagner de l'argent, à ce niveau, avec l'argent que vous allez avoir, vous pourriez changer la société. Parce que moi, je vois par exemple des gens, vous voyez un jeune, il vient de finir ses études. Il a son master 2, il vient d'avoir son doctorat, ou alors il n'a même pas fait des études. Et il vous dit qu'il a un projet humanitaire. Mais c'est extraordinaire. Il vous dit qu'il a un projet social. Vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à manger décemment. Vous voyez quelqu'un, on peut faire un cours d'ostéologie sur lui. Parce qu'en le regardant, même quand il est habillé, on voit tous ses os. Et c'est la même personne qui est en train de vous dire qu'il a un projet social, il a un projet humanitaire. Il veut aider les enfants de la rue. Mais ce n'est pas les enfants de la rue que tu dois aider. Tu dois d'abord t'aider toi-même, mon cher ami. Parce que ta situation, déjà, c'est un problème humanitaire. Lorsqu'on te regarde, c'est déjà un problème humanitaire et toi, tu veux apporter des solutions humanitaires aux autres. Non, vous ne pouvez pas apporter ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous voulez avoir un projet social ou humanitaire, ce qui est très bien, ce qui est très louable, oui, c'est une bonne chose. Mais il faudrait d'abord identifier les opportunités, saisir les opportunités, vous sauver vous-même. Et quand vous allez réussir à vous sauver vous-même, vous pourriez maintenant sauver le voisin. Vous pourriez sauver un enfant de la rue. Vous pourriez construire une école. Vous pourriez construire un hôpital et faire un don de cet hôpital, par exemple, à votre pays ou alors à votre société. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui ne correspond même pas aux solutions que vous n'avez pas pu trouver pour vous-même. Donc, c'est parfois amusant. Parce qu'on va tourner autour du pot et on va revenir sur de l'argent. On ne peut pas changer une société sans argent. On ne peut pas changer les mentalités des gens sans argent. On ne peut pas améliorer nos conditions de vie sans argent. On ne peut pas juste rester là, porter des t-shirts et dire qu'il faut qu'on respecte les femmes, respecter les femmes, respecter les femmes. Non, non, un t-shirt ne peut pas permettre qu'on respecte les femmes. Parce que le t-shirt que tu as sur toi là, il vient de la Chine. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est enrichi avec ce t-shirt et tu veux qu'on te respecte comment? Non, on ne peut pas te respecter. Tu ne peux pas créer une association, demander les subventions et utiliser les subventions pour marcher dans la rue en disant respectez les femmes. Vraiment, ne marginalisons pas les femmes. Non, 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 non. Le meilleur moyen pour qu'on te respecte, c'est d'imposer ce respect à travers ton travail, à travers tes résultats, à travers ta capacité à pouvoir dompter ton environnement et à pouvoir faire comprendre aux autres que le respect ne se quémande pas, il s'impose grâce aux résultats qu'on est capable de générer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, avant qu'on entre dans le thème du jour, je voulais parler de cette baliverne de l'amour, parce que pour moi, c'est une... Je sais que ça choque des gens. Je sais qu'il y a des gens amoureuses ou amoureux, pardon, qui sont en train de m'écouter, qui me disent « Mais Claudel, qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux dire que l'amour, ce sont des balivernes ?» Oui, l'amour, ce sont des balivernes. Ah oui, ce sont des vrais balivernes. On nous a dit qu'on doit nous aimer les uns. On nous a dit qu'on doit nous mettre ensemble et qu'on doit se mettre ensemble parce qu'on s'aime. Mais vous allez vous aimer comment si vous n'arrivez pas à vous sauver vous-même? Vous aimez comment lorsque le bailleur, lui ne peut pas vous aimer les uns les autres si vous ne payez pas son loyer? Non. Est-ce que vous allez aimer, est-ce que le bailleur va vous aimer si vous ne payez pas le loyer? Est-ce que vous allez aller dans une boutique, dire au boutiquier que vraiment mon boutiquier, Dieu a demandé de nous aimer les uns les autres. Vraiment, donne-moi le pain avec le chocolat et une boîte de sardines parce que aimons-nous les uns les autres. Non, le boutiquier va vous dire, mon cher ami, vraiment moi aussi je t'aime, hein? Moi je t'aime beaucoup. Mais le meilleur moyen pour qu'il puisse te donner mon pain, mon chocolat, ma sardine, donne-moi d'abord l'argent. Quand tu vas me donner l'argent, si tu me donnes l'argent régulièrement pour acheter ma sardine, mon chocolat, mon frère, je vais t'aimer, je vais t'embrasser même quand tu vas venir dans ma boutique. Je vais même te faire le cadeau, je vais même te faire parfois des crédits. Mais mon cher ami, ne pense pas qu'on va s'aimer seulement pour s'aimer. Ce sont des balivernes. Et je le dis et je le répète, ce sont des conneries, l'amour. Je sais que ça choque. Je sais que j'ai même d'ailleurs fait une vidéo dessus où je disais que l'amour est interdit aux pauvres. Quand tu es pauvre, la seule et unique question que tu dois te poser, c'est comment faire pour gagner de l'argent. Donc, les histoires que tu n'as pas le droit d'aimer si tu es pauvre. Je veux dire, l'amour, c'est même si l'amour c'est pertinent, prenons même le cas où l'amour c'est bien, où les gens doivent s'aimer.
C'est réservé aux gens qui ont déjà résolu des problèmes élémentaires de leur vie. Ça veut dire qu'ils ont déjà travesti le besoin de se nourrir, le besoin de se vêtir, le besoin de s'éduquer, la capacité à pouvoir éduquer et faire grandir ses enfants, ou alors participer à ce que les enfants dans son environnement puissent se développer. Oui, quand vous avez pu travestir ces valeurs de base là, oui, maintenant vous pouvez dire je peux aimer. Oui, je peux aller à Dubaï, au bord de la plage et on peut s'aimer. Je peux aller en Côte d'Ivoire et me balader peut-être dans des hôtels 5 étoiles et on va partager l'amour là-bas. Mais sauf que vous devez retenir que pour partir en Côte d'Ivoire, il faut payer le billet d'avion. Ce n'est pas ce qu'on appelle Tala Voyage au Cameroun. Ce n'est pas en achetant le ticket de Tala Voyage qu'on va à Dubaï. Parce qu'il y a le billet d'avion qu'il faut payer, il y a les procédures, il faut l'hébergement, il faut la nutrition. Donc il faut l'argent. Donc même pour manifester votre amour, en fait il faut l'argent. Et pourquoi on veut faire comme si l'argent... Donc la première chose à retenir ici, c'est que l'amour, ce sont des balivernes. Ou plutôt, l'amour vient uniquement lorsque vous avez déjà rempli les besoins de base. Si vous voulez, aimez-vous les uns les autres. Si vous voulez, lancez-vous en entrepreneuriat en croyant que les gens vont vous aimer. Et là, vous allez venir faire un témoignage pour dire que vraiment, l'homme est mauvais, l'homme n'aime pas l'homme. Non, ce n'est pas que l'homme est mauvais. Si vous faites quelque chose de pertinent, si vous faites quelque chose qui a de la valeur, si vous faites quelque chose qui compte, ça va forcément gêner d'autres personnes et ces personnes ne peuvent pas vous aimer. Tout ce que vous devez faire, c'est d'imposer votre respect et non commander que les gens vous aiment. Pourquoi? Parce que si vous vous lancez dans un projet, il y a 3 catégories de personnes qui ne vont jamais vous aimer. La première catégorie, ce sont les personnes qui font la même chose que vous et qui n'ont pas les mêmes performances que vous, qui n'ont pas les mêmes résultats que vous, qui n'ont pas la même croissance que vous. Pourquoi vous voulez qu'ils vous aiment? Pourquoi? C'est parfois ce qui crée même des conflits de génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes lancé dans un secteur d'activité. Vous avez pu trouver une astuce qui vous permet, je veux dire quelque chose de banal, de gagner par exemple 1 million de francs par semaine. C'est un exemple. Vous réussissez à gagner 1 million de francs par semaine grâce à l'activité que vous menez. Vous pensez que les gens qui faisaient la même activité que vous ou qui sont en train de faire la même activité que vous et qui ne gagnent que 50 000 francs, 60 000 francs par semaine ou parfois passent des semaines sans gagner de l'argent, vous pensez que ces personnes vont vous aimer? Vous vous attendez à ce que ces personnes vous aiment parce que le Christ avait dit que vraiment aimez-vous, vous êtes mes créatures. Ce sont des balivernes. Oui, 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 ce sont des balivernes. Ces personnes ne peuvent pas vous aimer parce que vous êtes en train de réaliser un exploit et eux, ils n'arrivent pas à réaliser le même exploit que vous. Et ce qui est encore dramatique, c'est que non seulement vous réalisez cet exploit et vous avez encore une croissance exponentielle. Ça veut dire que cette semaine, vous faites 1 million. La semaine suivante, vous faites 1 500 000. Le mois suivant, vous êtes déjà dans un autre pays. Lui, depuis il est dans le même pays, il fait la même chose. Il n'a même pas pu se construire une maison. Et vous, vous êtes en train de venir travestir carrément tout ce qu'il a pu faire en 20 ans. Et vous vous attendez à ce qu'il vous aime. Comment vous voulez qu'il vous aime en réalité? Il ne peut pas vous aimer. Et c'est normal qu'il ne vous aime pas. Parce que vous êtes en train d'entraver à sa réussite. Mais en réalité, c'est ce que lui croit. Parce que tout le monde peut s'en sortir dans notre écosystème. Dans un pays comme le Cameroun, il y a quelque chose de paradoxal et on va le voir tout à l'heure. Il n'y a aucun Camerounais qui peut nous donner le nombre de Camerounais qui sont au Cameroun. Ce que je suis en train de dire, c'est bizarre, n'est-ce pas? Même le président de la République ne connaît pas le nombre de Camerounais qu'il y a au Cameroun. C'est étrange. Et parfois, je me demande comment est-ce qu'on peut faire des planifications, comment on peut développer des stratégies si on ne connaît pas le nombre de personnes qu'il y a dans un pays. C'est un peu comme si vous avez votre entreprise et dans votre entreprise, vous ne connaissez pas le nombre de salariés. Donc, vous êtes dans une entreprise, vous ne connaissez pas le nombre de salariés. Comment est-ce que vous allez même prendre les bureaux de votre entreprise si vous ne connaissez pas le nombre de salariés? Si vous ne connaissez pas la croissance de votre activité en fonction donc qui sera linéaire de salariés? Parce que si vous ouvrez votre entreprise ici à Yaoundé et vous avez peut-être 20 personnes qui travaillent dans le siège de Yaoundé, si votre entreprise se développe et que le besoin commence à se faire ressentir à Douala ou à Bafoussam ou au Togo ou au Mali, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres personnes qui aillent là-bas. Donc ce sera fonction de votre croissance. Donc, il faut maîtriser les ressources humaines pour pouvoir faire des planifications sur le court, le moyen et le long terme. Comment vous allez faire des planifications si vous ne connaissez même pas le nombre de personnes qui vivent ou qui sont dans votre entreprise ou dans le cas macroéconomique qui vivent dans votre pays? Comment vous allez faire? C'est pour ça qu'on est étonné parfois de se rendre compte que, on va dire qu'il y a les embouteillages au pays. Comment ça se fait qu'il y a les embouteillages? Il n'y a pas les routes. Mais on ne peut pas mettre les routes à la vitesse de la croissance démographique parce qu'on ne connaît même pas le nombre de personnes qui sont dans le pays. Je vais même aller plus loin. Au Cameroun, il n'y a personne qui peut vous dire le nombre exact de personnes qui naissent chaque jour. Personne ne connaît cette statistique. Personne ne connaît même le nombre de personnes qui meurent.
Et s'il y a quelqu'un qui doute de cela, qui vient me démontrer ça, pour donner cette statistique exacte. Et vraiment, c'est dramatique. Parce que lorsqu'on ne maîtrise pas la statistique, lorsqu'on ne maîtrise pas l'effectif, on ne peut pas faire de planification. C'est la même chose donc avec l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites quelque chose de pertinent, il y a des gens qui faisaient la même chose que vous ou qui font la même chose que vous, qui n'ont pas la même performance que vous et qui ne vont jamais vous aimer. Donc, la première catégorie des gens qui ne vont jamais vous aimer, ce sont les gens qui font la même... Alors, la connexion nous a encore quittés et voilà, c'est... Lorsque je dis souvent que l'Afrique, c'est le trésor de demain, les gens ne comprennent pas. Parce que le fait que la connexion ne soit pas stable, parce que je suis en train de parler, la connexion s'arrête. Je suis obligé d'arrêter un moment pour que vous puissiez vous connecter pour continuer. Mais en fait, c'est une opportunité d'affaires grave et intéressante. Surtout lorsque nous sommes dans un continent de plus d'1 milliard d'habitants. Un continent qui d'ici 2050 aura près de 1 milliard d'habitants. Ça veut dire que vous pouvez déjà imaginer le nombre de personnes qui auront besoin de se connecter à Internet. Donc, vous pouvez saisir cette opportunité. Ne pensez pas qu'il n'y a que les multinationales qui peuvent le faire. Un jeune peut décider de s'intéresser à cette opportunité et de dire, voilà, il faudrait que je puisse proposer une connexion Internet fiable, stable, pour que les personnes puissent se connecter et faire un direct comme celui-ci sans qu'il n'y ait de coupure. Alors, je vais continuer avec l'amour. Parce que l'amour, c'est un thème qui est dramatique. Donc, je le disais tout à l'heure, avant que ça ne se coupe, que la première catégorie de personnes qui ne vont jamais vous aimer, j'insiste, ils ne vont jamais vous aimer. Magnifique. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils m'écoutent. Et je vais donc continuer. La première catégorie, je reprends encore avec ça, la première catégorie des personnes qui ne vont jamais vous aimer, ce sont les personnes qui font la même chose que vous et qui n'ont pas les mêmes performances que vous, qui n'ont pas la même croissance que vous, qui ne se développent pas à la même vitesse que vous. Ces personnes ne vont jamais vous aimer. Donc ne vous attendez pas un seul jour à ce que ces personnes vous aiment. Et si ces personnes vous font croire qu'elles vous aiment, c'est que c'est hypocrite et vous devez faire très attention. Parce que ce sont ces personnes qui peuvent vous éliminer même physiquement. Ça, c'est la première catégorie des personnes qui ne vont jamais, je dis bien jamais vous aimer. La deuxième catégorie des personnes qui ne vont jamais vous aimer, ce sont les personnes qui voulaient faire la même chose que vous êtes en train de faire, mais qui n'ont pas pu le faire, parfois par manque de confiance. Parfois par manque d'accompagnement, peut-être parce qu'ils n'avaient pas le cercle d'influence qui leur permettait de le faire. D'autres vont me dire que c'est parce que je n'ai pas le financement. Comme l'offre que je vous mets à disposition ce week-end, entre le 14 et le 16, c'est ma formation « Comment trouver des financements pour mon projet ». Donc, si vous avez des difficultés pour trouver des financements pour vos projets, contactez-moi inbox ou alors les numéros qui sont sur ma page et vous allez entrer en possession de cette formation qui vous revient à 25 € ou à 10 000 francs. C'est 14 heures de formation où je vous apprends comment trouver des financements pour vos projets. Pour que les gens ne soient plus là en train de dire « Je n'ai pas pu réaliser mes projets parce que je n'avais pas l'argent, parce que je n'avais pas le financement, parce que mes parents n'ont pas l'argent. » Non, le financement n'est plus un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, avec Internet, aujourd'hui, il y a de nouvelles méthodes pour pouvoir trouver des financements pour un projet. Donc, ne dites plus que vraiment, je n'ai pas le financement, je n'ai plus ceci. Non, c'est fini. Je pense qu'à partir de ce soir, ou à partir de demain, ou à partir d'après-demain, parce que l'offre finit le 16 août, à partir de 23h59, vous n'allez plus jamais dire que je n'ai pas le financement parce que j'ai confectionné une formation exclusivement pour résoudre définitivement ce problème des personnes qui disent ne pas avoir le financement. Moi, depuis que j'ai lancé mes projets, j'ai déjà eu à bénéficier des financements de plus de 100 millions de francs CFA pour les plus de 10 projets que j'ai pu implémenter avec toute mon équipe. Et je peux vous dire qu'on aurait pu faire bien plus que ça. C'est juste parce qu'on n'a pas encore les ressources humaines nécessaires, compétentes, fiables et honnêtes qui nous permettent d'atteindre un niveau beaucoup plus élevé. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, on a décidé de limiter notre croissance. Ce n'est pas parce qu'il manquait d'argent. Non, en Afrique, il ne manque pas d'argent. Il y a même beaucoup d'argent. Ce qui manque, ce sont les personnes compétentes. Ce qui manque, ce sont les personnes honnêtes. Ce qui manque, ce sont les personnes fiables. Ce qui manque, ce sont les personnes qui sont capables d'assumer leurs engagements, de respecter leurs engagements, de dire je vais faire ceci et de réellement le faire. Les personnes à qui on va donner de l'argent et ces personnes vont disparaître parce qu'elles ont eu 1 million, 2 millions de francs. Non, ce qui manque, ce n'est pas de l'argent. Si vous avez besoin de l'argent pour votre projet, si vous êtes quelqu'un de fiable, si vous êtes quelqu'un d'honnête, si vous êtes quelqu'un de travailleur, si vous avez un business model qui fonctionne, vous allez trouver de l'argent. Et si vous ne le trouvez pas, contactez-moi et je vais vous dire comment faire pour en trouver de l'argent. Ce n'est plus un problème désormais. Donc, la deuxième catégorie des personnes qui ne vont jamais vous aimer, ce sont les personnes qui ont voulu faire la même chose que vous. C'est les personnes qui
rêve de faire la même chose que vous, mais n'arrive pas à le faire pour plusieurs raisons. Ça peut être un problème de confiance en soi, ça peut être un problème de financement qui est une baliverne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou alors pour toute autre raison. Et il reste derrière le petit écran. Et il vous observe sur Facebook. Il vous observe sur Internet. Il vous observe à la télévision, comment on vous invite, comment vous êtes en train de parler de votre projet, comment vous êtes en train d'expliquer comment vous allez ouvrir une nouvelle succursale au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali. Et eux, ils se rendent compte que parfois, ils sont même plus compétents que vous. Hein. Je vais même aller plus loin. Parfois, c'est des personnes qui sont plus compétentes que vous. Ça veut dire que sur le plan technique, ces personnes maîtrisent mieux ce que vous êtes en train de faire, mais parce qu'elles n'avaient pas confiance en elles, parce qu'elles ont trouvé tout autre type de raison, elles ne vont jamais vous aimer. Donc ça, c'est la deuxième catégorie des personnes qui ne vont jamais vous aimer. Je reprends. La première catégorie des personnes qui ne vont jamais vous aimer, ce sont les personnes qui font la même chose que vous, mais qui n'ont pas les mêmes performances, qui n'ont pas les mêmes résultats, qui n'ont pas la même croissance. Et forcément, votre croissance entraîne, ça les assourdit en réalité. Mais ces personnes sont dans un écosystème qui est ancien. Parce qu'en réalité, tout le monde peut s'en sortir. Si par exemple, moi par exemple, je suis médecin. Si on me demande de consulter toutes les personnes qui sont à Yaoundé, je ne peux pas consulter. Je veux dire, même si on disait que tout Yaoundé, c'est rien que pour moi, ou c'est rien que pour notre structure qui s'appelle SOS Médecins Cameroun, on ne pourrait pas consulter tout le monde. Ça veut dire que moi, je peux avoir de la croissance, même si elle est exponentielle, mais toi aussi qui te lances dans la santé, tu peux avoir de la croissance. Toi aussi qui fais des consultations à domicile, tu peux avoir de la croissance. Toi aussi qui fais des soins, toi aussi qui ouvre ta structure médicale, tu peux avoir de la croissance. Ce n'est pas parce que toi, tu ne peux pas en avoir, non. Ce que tu dois plutôt essayer de comprendre, c'est quelles sont les stratégies que moi j'utilise qui me permettent d'avoir cette croissance. Est-ce que tu pourrais t'en inspirer? Est-ce que tu pourrais t'inspirer de ce que je fais pour avoir aussi une croissance qui est spécifique à la tienne, avec ta compétence, avec ta spécificité? C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de ne pas aimer l'autre, d'être aigri parce que l'autre a certains résultats, pose-toi la question, cette personne fait comment pour avoir ce type de résultats? Est-ce que je ne peux pas m'en inspirer pour aussi améliorer ce que je fais? Mais, je vous ai dit, c'est débile de vouloir changer le monde, en plus sans argent. On ne peut pas changer le monde sans argent. Donc, si vous voulez changer le monde, la première étape, avoir de l'argent. Deuxième étape, développer votre réseau pour avoir une influence beaucoup plus importante. Et la troisième étape, vous pourriez changer, du moins tout au plus, les personnes qui sont dans votre réseau grâce à votre influence, grâce à votre argent, grâce à votre relationnel. Donc, première catégorie des personnes qui ne vont jamais vous aimer, ce sont les personnes qui font la même chose que vous, n'ont pas les mêmes performances que vous. Deuxième catégorie, ce sont les personnes qui voulaient faire la même chose que vous, qui parfois sont plus compétentes que vous, mais par manque de confiance, par raison débile comme le fait que je n'ai pas le financement, je manque le financement, l'État n'accompagne pas. Mais pourquoi l'État doit t'accompagner? Pourquoi l'État doit t'accompagner? On te dit que l'État n'avait pas payé ses fonctionnaires. On te dit que c'est la crise économique. On te dit que la Covid est en train d'entraîner une récession dans pratiquement tous les pays du monde. En Afrique, par exemple, notamment subsaharienne, on parle d'une récession qui va aller entre 2 et 4%. Mais toi, tu t'attends à ce que l'État t'aide comment? L'État qui t'aide, ça doit être juste la cerise sur le gâteau. Donc, si l'État t'aide, tu dois juste considérer ça comme voilà, j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait faire et peut-être l'État a trouvé que c'est pertinent. Et il décide de m'accompagner. Mais ne mets pas que l'État doit m'aider dans le centre de ta stratégie. C'est débile. Moi, aujourd'hui, depuis que j'entreprends, l'État m'a déjà aidé à faire quoi? Rien. L'État m'a aidé à faire quoi? À avoir les subventions, à avoir les financements, à avoir des facilités. Je n'ai jamais eu de facilité, ni de l'État, ni de personne qui est dans le gouvernement. Et je ne m'en plains pas. Parce que je ne me suis pas lancé en entrepreneuriat pour commander les subventions, pour commander le soutien de qui que ce soit. Non. Je me suis lancé parce que j'estime que j'ai des solutions à apporter. Je me suis lancé parce que j'estime qu'il y a des compétences que j'ai et dont certaines personnes pourraient en bénéficier ou en auraient besoin pour développer ce qu'elles sont en train de faire. Parce que j'estime que j'ai une capacité de pouvoir mobiliser des personnes pour atteindre certains objectifs. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Je n'ai pas besoin de commander que aidez-moi, pardon, soutenez-moi. Les projets que je fais là, c'est pertinent, aidez-moi. Non, non, non. Je n'ai pas besoin de ça. Un entrepreneur n'a pas besoin de ça. Un entrepreneur a besoin de développer ses compétences, développer ses performances, créer son réseau, développer une solution qui est utile et qui pourra être réplicable à un grand nombre de personnes et atteindre même pourquoi pas la scalabilité, comme j'en parle dans l'une de mes formations qui s'appelle Vendeur 3.0. Et grâce à ça, lorsque vous allez atteindre ce niveau d'influence là, ce sont les autres qui vont venir vous dire comment on fait pour travailler avec toi. Parce qu'il y a un principe de base en négociation. Lorsque vous demandez, votre main est toujours en bas. Parce que quand vous tendez de la main pour demander, ça veut dire que votre main est en dessous de la main de la personne qui va vous donner. Ça veut dire qu'en termes d'influence,
en ce qui concerne les stratégies de négociation, il aura un ascendant psychologique sur vous. Il va vous imposer ce que vous devez faire. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Parce que le respect doit s'imposer. Et la meilleure manière d'imposer votre respect, c'est de faire en sorte que votre main ne soit plus en bas. Ne soyez plus en train de demander. Menez des actions. Faites en sorte que vos résultats poussent les autres à tendre la main pour vous demander comment je fais pour travailler avec toi. Comment je fais pour collaborer avec toi. Comment je fais pour être en partenariat avec toi. Et là, vous auriez désormais la main en haut. Et quand vous avez la main en haut, vous pouvez maintenant imposer vos conditions. Vous pouvez maintenant vous mettre dans un écosystème où c'est vous qui êtes beaucoup plus favorisé et vous pouvez dire à l'autre, voilà comment je veux qu'on travaille. Nathan, ne pleurez pas. Un entrepreneur ne pleure pas. Un entrepreneur ne passe pas son temps à dire on ne m'aide pas, on ne me soutient pas, ma famille ne m'aime pas. Mais pourquoi tu veux qu'on t'aime? Parce qu'ils sont en train de leur dire que voilà déjà la deuxième raison pour laquelle il y a certaines catégories de personnes qui ne vont jamais vous aimer. Et la troisième catégorie de personnes qui ne vont jamais vous aimer, et là c'est quelque chose d'étrange, c'est les personnes qui ont une pensée contradictoire à ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, par exemple, vous êtes en train de vouloir promouvoir une activité, mais eux, ils ont une idéologie totalement contraire. Et par définition, ils ne vont jamais vous aimer. Pourquoi vous voulez vous attendre à ce qu'eux, ils vous aiment? Je prends un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui disent vraiment, on doit retourner à la tradition africaine. On doit fermer les églises parce que les églises, ça ne sert à rien. Mais attends, vous vous attendez à ce que les gens qui gagnent de l'argent avec les églises et leur religion vous aiment? C'est ça? Vous vous attendez à ça? Quand ce que vous êtes en train de faire peut entraîner une disparition de ce qu'eux ils sont en train de faire, ils ne peuvent pas vous aimer. Donc la troisième catégorie des personnes qui ne vont jamais vous aimer, ce sont les personnes qui ont une idéologie totalement différente ou radicalement différente à ce que vous êtes en train de prôner, à l'idéologie que vous êtes en train de développer. Ces personnes ne vont jamais vous aimer. Et ainsi, je vais donc résumer les trois catégories de personnes qui ne vont jamais vous aimer. La première catégorie, c'est les personnes qui font la même chose que vous, mais n'ont pas les mêmes résultats, n'ont pas la même performance, n'ont pas la même croissance. Et forcément, ce que vous êtes en train de faire est en train de les gêner. Ils ne vont jamais vous aimer. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui voulaient faire la même chose que vous êtes en train de faire, qui parfois sont même plus compétentes que vous, mais par manque de confiance, par raison débile comme je manque le financement, l'État ne m'accompagne pas, ma famille m'a abandonné quand j'étais petit, n'ont pas pu mettre sur pied leurs initiatives et finalement restent là, vous observent et ne pourront jamais vous aimer parce qu'en eux, ils voient leur échec. Parce que vous êtes le reflet de leur échec. Vous êtes le reflet de leur inconsistance intellectuelle qui est devenue obèse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aime m'appeler l'assassin. Parce qu'il faut assassiner ces personnes victimes de cette obésité d'inconsistance intellectuelle pour que notre société puisse se développer. Donc, voilà la deuxième catégorie des personnes qui ne vont jamais vous aimer. La troisième catégorie, c'est les personnes qui ont une idéologie radicalement différente à ce que vous faites. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que qu'importe ce que vous faites, il y a des gens qui ne vont jamais vous aimer. Parce que si on prend seulement en considération les trois catégories que je viens de vous donner, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont jamais vous aimer. Jamais. C'est-à-dire de la naissance jusqu'à votre mort, ils ne vont jamais vous aimer. Ils vont même aller plus loin. Il y a certaines personnes, lorsque vous allez mourir, ces personnes vont venir à vos obsèques pour confirmer que vraiment, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vraiment mort? Il faut que j'aille là-bas voir. Même quand on dit que recueillement familial, l'enterrement doit se faire dans la stricte intimité familiale, ils vont se faufiler pour venir voir que, attends, son cercueil là, est-ce qu'on a vraiment mis ça dans la terre? Est-ce qu'il est même dedans? Parce qu'on peut voir comme ça qu'il n'est pas dedans et on nous manque qu'il n'est pas mort. Pas parce que ces personnes vous aiment. Hein. Ces personnes veulent juste confirmer que est-ce qu'il est vraiment mort? Parce qu'il m'énervait. Cet idiot-là m'énervait. Vraiment tous les jours, il bavarde sur Internet. Il dit qu'il faut entreprendre. Il dit qu'il faut faire ceci. Il dit que l'Afrique doit se développer. Et tous les jours, ce n'est que lui qu'on écoute. Tous les jours, ce n'est que Ulrich. Tous les jours, ce n'est que la star. Tous les jours, il nous saoule. En fait, il veut maintenant se rassurer que est-ce qu'il est vraiment parti? Est-ce qu'il n'existe plus? Parce que tous les jours, en fait, cette personne, quand elle va à l'église, si elle est religieuse ou à la mosquée, je ne sais pas où, cette personne prie que, ouais, les gens de la Startup Academy, là, ouais, qui peut faire qu'il fasse faillite? Ouais, qui peut faire qu'on ferme même le compte Facebook de Claudel, là? Il bavarde trop. Tous les jours, il bavarde. Moi, ici, là, j'organise mes événements. Les gens ne viennent pas. Je fais mes formations. Les gens ne viennent pas. Mais tous les jours, ils font leur truc. Les gens viennent. Tous les jours, ils font leur truc. Ils ont de la croissance. Tous les jours, ils font les nouveaux projets. Tous les jours, ils ont lancé Startup Color, où ils fabriquent la craie au Cameroun, ils fabriquent la peinture. Ils disent qu'ils ont lancé Startup Motor, où ils fabriquent des véhicules. Ils disent qu'ils ont lancé Startup Food, où ils fabriquent du chocolat. Ils vont fabriquer plusieurs produits agro-industriels bientôt. Ils sont en train de faire ça. Mais ils font même comment? Ces gens-là,
Ils sortent même d'où? Parce que moi ici, là, je n'arrive pas à développer même un seul projet. Moi, j'ai une seule idée, je n'arrive pas à développer. Comment eux, ils font ça? Ils sont des sorciers. C'est donc comme ça que la personne va commencer à parler de vous en mal. Même si la personne est avec vous au quotidien. Parce que parfois, la personne même se rapproche de vous pour mieux savoir comment vous êtes même en train de progresser. Pour mieux savoir vraiment quels sont leurs nouveaux projets. Et quand la personne rentre, la personne se dit, mais c'est pas possible. Je crois que ces gars-là avaient déjà atteint leur dernier niveau. Mais je me rends compte qu'ils n'ont même pas encore commencé. Hein. Parce qu'ils sont en train de dire qu'en novembre, ils vont faire une tournée africaine. Donc, ils vont aller dans plusieurs pays africains pour installer les succursales de Startup Academy dans tous les pays africains là. Après la tournée africaine en novembre, en 2021, notamment au premier trimestre, ils vont faire une tournée européenne, ensuite une tournée américaine, ensuite une tournée asiatique. Mais ils vont s'arrêter quand? Donc, ils veulent qu'ils meurent. Donc, c'est ça leur objectif, qu'ils meurent donc. C'est donc de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne restez pas là et vous faites une communication, vous attendez à ce qu'on vient dire, vraiment Claudel, ce que tu dis là c'est pertinent. Tu es trop fort. Il y a des gens qui vont venir vous insulter. Il y a des gens qui vont venir vous dire un idiot, un arnaqueur. Ce gars-là c'est un bandit. Ce gars-là il tue les gens. Ce gars-là il est dans une secte. Oui. Ne vous attendez pas à ce que ces personnes ne disent pas ça. Parce qu'il y a 3 catégories de personnes qui ne vont jamais vous aimer. Et je vous ai listé ces 3 catégories-là. Et quand vous avez compris ça, en fait, vous devenez à l'aise. Quand vous avez compris ça, lorsque quelqu'un vous insulte, vous êtes content. Pourquoi? Parce que quand la personne vous insulte, ça signifie que la personne fait par exemple partie de l'une de ces catégories. Ça veut dire soit la personne fait la même chose que vous et n'a pas les mêmes performances que vous. C'est donc la preuve que vous êtes en train de faire quelque chose de pertinent. Soit la personne voulait faire ce que vous êtes en train de faire et n'a pas pu le faire. Ça veut dire que par les insultes, ils sont en train de dire que ce que vous faites est pertinent et ça les énerve, donc c'est une bonne chose. Soit alors ces personnes ont une idéologie totalement contraire. Ça veut dire que vous avez une idéologie qui a de la valeur, raison pour laquelle ils s'opposent à vous. Donc en fait, moi quand quelqu'un m'insulte, je suis hyper content. Quand quelqu'un me dit, mais Claudel là, je suis sûr qu'il est dans une secte. Parce que lorsque quelqu'un réussit à dire que Claudel est dans une secte, Claudel est dans un cercle ésotérique, Claudel est entré dans je ne sais pas quoi, ça veut dire qu'il assume et il confirme que les réalisations que tu as dépassent l'entendement. C'est-à-dire que ça dépasse la normale. Ça dépasse ce qu'on peut concevoir de façon logique. C'est la raison pour laquelle, étant donné que ce n'est plus logique, étant donné que ce n'est plus normal, étant donné que ça dépasse son entendement, c'est pour qu'ils te mettent dans une catégorie de personnes qui ne sont pas normales. Cette catégorie de personnes, c'est les gens qui sont dans les sectes, c'est les gens qui sont dans les cercles ésotériques, c'est les gens qui pratiquent de l'homosexualité et tout ça. C'est la raison pour laquelle ces personnes disent ça. Donc si quelqu'un vous dit que vous êtes dans une secte, si quelqu'un raconte que non, ce gars-là c'est un sectaire, c'est un gars, oui, c'est la preuve que vous êtes en train de faire quelque chose de pertinent. Donc vous devez faire 10 fois plus que ce que vous êtes en train de faire parce que la personne est en train de vous dire de manière subliminale que ce que vous êtes en train de faire, c'est pertinent, ça dépasse l'entendement, vous produisez des résultats qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à saisir. C'est la raison pour laquelle ils disent que non, il est forcément dans un truc bizarre. Un peu comme dans l'espace, lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on dit que non, c'est le trou noir. C'est un truc là qui est bizarre. Ou en médecine, quand on ne le comprend pas à cause d'une maladie, on dit que non, c'est une cause idiopathique, c'est une cause qui est... Oui, parce que ça dépasse notre entendement. C'est donc la preuve que c'est très puissant. Donc vous devez être content lorsqu'on vous insulte. Vous devez être content quand les gens ne sont pas d'accord avec vous. La seule chose que vous devez mesurer, ce sont vos résultats, c'est votre croissance et c'est l'idéologie que vous développez. Si vous avez pour objectif d'avoir 100 clients en une semaine et que vous mettez sur pied vos stratégies et qu'au bout d'une semaine, vous avez 100 clients, vous avez 150 clients, c'est cet indicateur mesurable-là qui est pertinent. Si les gens vous insultent, ce n'est pas ça qui est pertinent. Ce qui est pertinent, ce sont vos résultats. C'est l'harmonie dans votre équipe, c'est votre croissance, c'est ça qui est pertinent. Le reste, laissez-les bavarder. Parce que je vais même terminer en disant que lorsque les gens vous insultent, en réalité, ces gens participent de manière dynamique à votre marketing. C'est pour ça que, par exemple, moi quand je faisais la musique, quand je faisais du rap, il y a une technique qu'on utilisait, créer ce qu'on appelle des haters. Les haters, ce sont des personnes qu'on va créer de manière virtuelle qui vont aller vous insulter. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vous insulte, ça augmente votre notoriété, ça augmente votre visibilité, parce que vous n'auriez pas pu faire ça vous-même. Je prends un exemple. Je vais peut-être sortir une chanson. Je vais prendre quelqu'un, je vais dire, il va m'insulter sur Facebook. Il va aller, il va dire que vraiment Claudel là, c'est un bandit, ou il a couché avec telle fille, on l'a vu dans un buisson, il était avec une fille. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va générer du trafic.
Donc les gens vont aller, puisque c'est le Congo ça, puisque ce sont les divers, les gens vont aller dire donc c'est vrai, donc Claudel a vraiment fait ça. Les gens vont aller commenter. Qu'est-ce qui se passe? Ça développe de la visibilité. Parce que les gens qui ne me connaissaient pas, rien qu'à travers cette histoire, vont me connaître. Vont essayer de savoir que mais Claudel est même où? Est-ce qu'il est même sur Facebook? Il faut que j'aille un peu voir sa page. Je veux savoir s'il a répondu. Donc les gens vont maintenant essayer de scruter votre page pour savoir si vous avez répondu à ces insultes-là. Ça veut dire que même les gens qui ne vous suivent pas vont commencer à vous suivre juste pour voir si vous avez répondu. Et là, vous venez dire que vraiment, les ennemis tapis dans l'ombre parlent mal de moi. Les ennemis tapis dans l'ombre disent qu'on m'a trouvé avec une fille dans les buissons. Mais je vous donne rendez-vous dans 30 ans. Les gens viennent encore commenter. Vraiment, tu as encore des bêtises. Tu es un idiot. Oui, tu as vraiment fait ça. Et ça ne fait que développer la visibilité. En fait, c'est parfait pour moi. Et le soir, j'appelle mon ami pour dire que, gars, tu as fait du très bon boulot. On se voit un peu au snack là, on va prendre une. Parce que ce qu'il est en train de faire est magnifique pour moi. Le fait de parler de moi en mal, ça développe ma visibilité. Ça pousse les personnes à avoir une curiosité qui va les pousser à vouloir me connaître, à vouloir savoir ce que je fais. Et en général, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand ces personnes curieuses viennent pour voir le scoop, ces personnes découvrent d'autres réalisations et deviennent plus fidèles même que les personnes qui étaient là avant. Donc, vous devez être content lorsqu'on vous insulte. Vous devez être content lorsqu'on parle mal de vous. Vous devez être content lorsque les gens organisent des messes ou organisent des requiem pour dire que vraiment le gars, c'est vraiment il est monté descendu. Non, non. La seule chose que vous devez mesurer, 1, vos résultats, 2, l'objectif que vous devez atteindre, 3, votre croissance et 4, votre cercle d'influence, votre équipe et votre capacité à pouvoir vous surpasser. Ça, c'était la première partie du direct parce qu'il fallait que je parle de l'amour. Parce que tous les gens disent l'amour est monté, descendu, l'amour est monté, descendu. L'amour, ce sont des balivernes. Et je viens de le démontrer en quelques mots. Donc désormais, ne demandez plus que les gens vous aiment. Ne souhaitez plus que les gens vous aiment. Imposez cet amour-là. Plutôt, imposez le respect aux autres. Par vos résultats, par votre travail, par votre capacité à ne plus tendre la main, mais à produire des résultats qui poussent les autres à tendre la main afin que vous puissiez avoir un ascendant en termes de négociation supérieur à eux lorsque vous dialoguez avec eux. Le deuxième point que je vais aborder aujourd'hui, ça découle aussi de la religion. Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on nous disait, il faut honorer ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et moi, quand je suivais ça, je disais toujours que bon, c'est vrai, le prêtre a raison. Notamment, on dit même ça dans la Bible. Il faut honorer son père et sa mère. Vraiment, les parents, ils ont beaucoup fait pour nous. Mais ce que je vais dire là, ça va choquer. Je vais choquer et je m'en fous et je n'en serai pas désolé. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si vous devez honorer tout le temps votre père, votre mère ou alors vos parents, qu'ils soient biologiques ou pas, si vous devez les honorer tout le temps, vous allez devenir un esclave. C'est ça qui va se passer. Parce que si vous honorez tout le temps votre père, votre mère, votre père dit fais ça, tu honores, fais ça, tu honores, monte là-bas, tu honores, descends là-bas, tu honores. Mais tu vas devenir un esclave. Tu vas devenir un esclave de leurs rêves personnels qu'ils vont projeter sur toi. Tu vas devenir un esclave de leurs objectifs qu'eux ils voulaient atteindre, ils n'ont pas pu atteindre et ils veulent que tu puisses les atteindre pour qu'eux ils se voient à travers toi. Non, non, non. Il ne faut pas honorer son père et sa mère bêtement. Je suis d'accord. Quand vous venez de naître, vous êtes un enfant. Vous devez faire ce que vos parents vous disent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut désobéir à ses parents. Ce n'est pas ce que je dis. Si vos parents, forcément vos parents vous recommandent de faire des choses de bonne foi. Ça, je suis d'accord. C'est très rare de voir un parent qui va orienter son enfant négativement pour que son enfant devienne je ne sais pas trop quoi de négatif. Non, moi je ne pense pas honnêtement cela. Et même si c'est le cas, c'est que peut-être ce parent a un trouble mental ou alors il a eu des frustrations qui le poussent peut-être à ne pas aimer ses enfants. Ça peut arriver. Il y a des pathologies qui sont matérialisées par ce fait-là. Mais honnêtement, lorsqu'un parent vous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il voudrait que vous puissiez progresser. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que parfois le parent est déconnecté de la réalité. Parfois le parent ne comprend pas qu'il y a certaines nouvelles évolutions qui ne correspondent plus à son actualité ou alors à son époque. Donc, si vous respectez religieusement tout ce qu'ils vous disent, en fait vous allez devenir un esclave. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, si je respectais religieusement tout ce que mes parents me disaient, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis connu de personne. C'est que je suis un médecin, je travaille dans un hôpital peut-être au Canada ou aux États-Unis. Je suis là tranquille, je gagne mon petit argent. J'essaye d'aller aussi sur Facebook. Je regarde une page ou deux. J'essaye de me divertir en regardant les comédies. Je gagne mon argent, j'ai ma petite famille et puis je vis tranquille. Si j'honorais mon père et ma mère, en fait, c'est ça que je devais devenir. Et moi, je trouve que ça devait être un gâchis
de tout le talent que j'ai incrusté en moi. Ça devait être un gros gâchis. C'est pour ça qu'il a fallu qu'à un moment, je dise à mon père et à ma mère que non, je ne vais plus vous honorer maintenant. Je vous ai honoré quand j'étais petit, je vous ai honoré à l'école primaire, je vous ai honoré au secondaire, je vous ai honoré parce que moi je voulais devenir astronaute. J'ai eu un concours pour devenir astronaute pour aller à Clermont-Ferrand en France parce que j'étais très bon en mathématiques, je voulais aller dans l'espace. Vous avez dit non, ce n'est pas pertinent, il faut que tu deviennes médecin. Je suis devenu médecin en les honorant, mais après j'ai dit non, si je dois continuer de les honorer toute ma vie, en fait, je vais devenir juste le reflet de ce qu'eux n'ont pas pu devenir ou de ce qu'eux ils souhaitaient devenir, ils n'ont pas pu le faire. Et je ne vais plus exister en tant que moi-même. Il a fallu qu'à un moment de ma vie, j'arrête d'honorer mon père et ma mère pour montrer au monde ce dont je suis capable. Pour montrer au monde que moi aussi je suis capable de réaliser des choses. Moi aussi je suis capable d'apporter des solutions aux autres. Parce que si je les avais honorés, il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas bénéficié de ce que j'apporte aujourd'hui. Parce que c'est clair que ce que je fais, c'est encore minuscule. C'est clair que ce que mon équipe fait, parce que quand je dis je ne suis qu'une partie visible de l'iceberg. Parce qu'il y a une équipe formidable avec laquelle je travaille, sans qui je ne serais rien, sans qui je ne représente rien. Et là, je fais un big up spécial à toute l'équipe qui m'accompagne, que ce soit l'équipe de Startup Academy, que ce soit l'équipe de SOS Médecins ou de tous les autres projets qu'on a pu implémenter. Big up spécial à vous qui accompagnez cette aventure au quotidien parce que sans vous, nous ne serions rien. Sans vous, je ne suis rien intrinsèquement parlant. Pourquoi? Grâce à vous, nous avons pu réaliser ce que nous réalisons. Même si c'est encore minuscule, mais au moins, ça nous permet de pouvoir apporter des solutions au-delà du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement le Cameroun que nous touchons, c'est l'Afrique et c'est le monde en général. Donc, il a fallu que je désobéisse à un moment de ma vie. Parce que je ne demande pas que, après ce direct, pour rentrer à la maison, dire que non, papa, vraiment, j'ai suivi un direct là sur Facebook. Et dans ce direct là, il y a un docteur là. Il s'appelle docteur Claudel Joël Noubissi. Il a dit qu'il faut désobéir à ses parents. Il a dit qu'il ne faut plus honorer son père et sa mère. Au moins, le direct s'est filmé. Je pourrais prendre cette partie de la vidéo à votre père ou à votre mère ou à votre tuteur ou à celui qui s'occupe de vous que vraiment, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit qu'il faut désobéir à ses parents. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas respecter ce que ses parents disent. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas honorer son père et sa mère. Oui, il faut le faire. Mais à un moment de votre vie, il y a un choix personnel que vous devez faire. Et parfois, ce choix va entraîner un conflit avec vos parents. Ce choix va entraîner un conflit avec vos proches. Ce choix va entraîner un conflit avec toutes les personnes qui sont autour de vous. Ce choix va vous pousser parfois à vous isoler, à rester seul dans un endroit. Parce que personne ne vous comprend. Parce que vous allez vous ressentir comme si vous étiez incompris. Parce que tout ce que vous voulez faire, les gens qui sont autour de vous ne comprennent pas. Oui, oui. Il faut parfois que ces choix vous poussent dans ces retranchements-là pour que vous puissiez faire ressortir la meilleure version de vous-même qui sera comme une lumière qui va éclairer non seulement le Cameroun qui est votre quartier, le Togo qui est votre quartier, la Côte d'Ivoire qui est votre quartier, le Bénin qui est votre quartier, mais beaucoup plus globalement l'Afrique qui est notre pays et le monde qui est désormais un village planétaire. Et pour ça, parfois, il faut désobéir à ses parents. Parfois, il faut le faire. Parfois, il faut dire aux parents, je ne suis pas en train de dire qu'il faut débattre et dire à ses parents que non, tu as tort, non. Je pense que vous avez suivi ma formation Vendeur 3.0 où je parle de la négociation. Si vous n'avez pas encore suivi cette formation Vendeur 3.0 avec le magnifique stratège Ulrich Nguégan, je lui fais un coucou ici, big up à toi Ulrich. Si vous n'avez pas encore suivi cette formation, je vous recommande de suivre cette formation. Contactez-moi en inbox ou à travers les numéros qui s'affichent dans les commentaires de ce direct ou alors écrivez en commentaire que vous avez besoin de cette formation Vendeur 3.0 et vous allez comprendre les principes de base de la négociation. Il ne s'agit pas d'aller frontalement contre ses parents et de leur dire je ne suis pas d'accord avec toi papa, vraiment papa tu n'as pas raison, hein? Vraiment papa, non, 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 il ne s'agit pas de faire ça. Il s'agit d'accepter leur réalité parce que c'est leur réalité. Il s'agit de comprendre que ils veulent votre bien, même s'ils vous donnent des conseils et des recommandations qui ne correspondent plus à notre environnement. Ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est juste parce que parfois, ils ne comprennent pas que notre environnement a changé. Ils ne comprennent pas que la clé qu'ils avaient pour ouvrir la serrure qui menait à la réussite, en fait, on a changé la serrure, l'environnement, la serrure s'est changée et la clé qu'ils ont ne permet plus serrure du nouvel environnement dans lequel nous sommes. N'allez pas frontalement contre eux parce qu'ils vont se dire que vous êtes désobéissant, parce qu'ils vont se dire que vous êtes quelqu'un de têtu et que vraiment vous êtes entré dans les sectes et tout. Non, on n'a pas besoin d'entrer dans les sectes. J'ai pas besoin d'entrer dans ces cercles bizarres, stupides, qui ne servent à rien. La seule chose dont vous avez besoin, c'est votre compétence. Et parfois, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez accepter ce qu'ils disent. Vous devez les écouter. Vous devez rester calme. Ne les affrontez pas frontalement, c'est inutile. Mais
continuer vos projets parce que la seule chose qui va les mettre d'accord, ce sont vos résultats. Donnez-moi 1 minute, je vais allumer dans la salle et puis je reviens pour qu'on continue avec le direct. Alors, je suis de retour. Partagez le direct, identifiez les personnes qui peuvent être intéressées par ce que nous sommes en train de faire. Faites tout ce qu'il faut pour que le maximum de personnes suivent ce direct. On n'en a plus pour beaucoup de temps, on en a encore pour 30 minutes maximum. Maintenant, je vais entrer dans la thématique du jour. Parce que comme je l'ai dit, la thématique du jour, c'est l'industrie des maladies. Avant d'entrer dans la thématique du jour, j'ai abordé 2 thèmes pour ceux qui viennent de rejoindre le direct. Le premier thème, je parlais de l'amour, c'est-à-dire le fait que l'amour, ce sont des balivernes. Je vous ai parlé des 3 catégories de personnes qui ne vont jamais vous aimer. Vous faites. Ensuite, j'ai parlé du fait d'honorer son père et sa mère. Je vous ai fait comprendre que si vous honorez votre père et votre mère tout le temps, toute votre vie, vous allez devenir tout simplement un esclave, vous allez devenir le reflet de vos parents et vous n'allez jamais développer la meilleure version de vous-même. Vous n'allez jamais apporter au monde la lumière que vous représentez parce que chacun de vous est une lumière. Chacun de vous est excellent. Chacun de vous a un talent. Le seul problème, c'est que parfois vous avez grandi dans un environnement où les personnes autour de vous n'ont pas su identifier le talent que vous avez. Ou vous n'êtes pas capable d'identifier le talent que vous avez. C'est la raison pour laquelle parfois vous ne comprenez pas comment vous devez faire. Vous ne savez pas exactement où vous allez. Vous ne savez pas exactement même ce que vous représentez ou même pourquoi vous êtes sur terre. Et si vous avez ce genre de problème, si vous avez des difficultés à identifier le talent que vous avez, si vous ne savez pas quelle est la lumière qu'il y a au fond de vous et comment faire pour faire briller cette lumière afin que votre cercle d'influence, votre famille nucléaire, votre grande famille, votre quartier le Togo, votre quartier la Côte d'Ivoire, votre quartier le Mali et plus globalement votre pays l'Afrique puissent en bénéficier, si vous ne savez pas comment faire, tout ce que vous avez à faire, contactez-moi pour une consultation, essayez de bénéficier d'une de nos formations comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, comme la formation Vendeur 3.0, comme la formation Apprendre à apprendre qui vous permet de pouvoir identifier tout le génie qui est en vous et trouver les astuces pour pouvoir déployer cela, ou alors tout le catalogue de formations que nous produisons à la Startup Academy. Maintenant, nous allons parler de l'industrie des maladies. Notamment, c'est une période magnifique pour en parler parce que avec la COVID-19, les maladies ont atteint un niveau exponentiel. La cause s'est développée de façon incroyable. Pour parler de l'industrie des maladies, je vais vous donner une statistique de la Fédération internationale du diabète. La Fédération internationale du diabète, c'est une fédération internationale qui prend des décisions en ce qui concerne le diabète, les nouvelles prises en charge, etc. Et ils ont mis à la disposition du public une statistique en 2013. Soyez très attentifs à la statistique que je vais donner tout de suite. Très attentif. C'est une statistique de la Fédération internationale du diabète. Ils ont publié une statistique en ce qui concerne le chiffre d'affaires du traitement du diabète en 2013. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, et là c'est une statistique juste, c'est une évaluation qui n'est même pas très objective parce qu'on ne peut pas entrer en détail pour savoir exactement ce qui se passe au Togo, ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe au Cameroun. Donc c'est une statistique vraiment globale mais qui en réalité représente beaucoup plus que ça. Suivez bien ce que je vais dire. Suivez bien la statistique. Il s'agit de diabète. Le chiffre à retenir c'est 548 milliards de dollars. 548 milliards de dollars. Je répète, il s'agit bien de 548 milliards de dollars. Ce chiffre représente les dépenses concernant la prise en charge du diabète en 2013. Ça veut dire que ce sont les sommes d'argent que les gens ont dépensées pour prendre en charge le diabète en 2013. Je parle bien de 548 milliards de dollars. Qu'est-ce que ces statistiques vous évoquent? Et je tiens à préciser que c'est une statistique qui n'est pas exacte. Parce que comme on va le voir tout à l'heure, toutes les statistiques sont fausses. Qu'importe la statistique. Alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, il s'agit de façon approximative du chiffre d'affaires qu'ont réalisé
les industries pharmaceutiques, globalement, grâce au diabète, et là nous sommes en 2013. 2013. Ça veut dire qu'actuellement, c'est beaucoup plus que ça. Pour une raison qui est simple, c'est que la démographie augmente. C'est qu'en Afrique, par exemple, la croissance démographique en Afrique est la plus exponentielle au monde. Ça veut dire que le nombre de diabétiques en Afrique en 2013, aujourd'hui, il est beaucoup plus important. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Ça veut dire que les firmes pharmaceutiques qui gagnent de l'argent à travers les produits qui tournent autour du diabète sont contents. Oui, si on dit une firme, sont contents que cette statistique ne fait que croître en fait, parce que ces gens ne font que gagner de l'argent. Est-ce qu'on comprend? Et là, je fais un coucou au docteur Rosine Azega, qui est là, qui vient de faire un commentaire, la fondatrice, le magnifique pédiatre qui a fondé Sama Pediatric Care. Je vous invite à visiter sa page. Coucou Rosine, le magnifique travail que tu fais. Si vous avez un enfant, si vous avez des difficultés aux enfants à la maison, tout ce que vous avez à faire, c'est de consulter cette plateforme du docteur Rosine Azega. Vous pouvez consulter ma page Facebook. Vous allez voir une vidéo où elle présente son projet. Son projet, c'est Sama Pediatric Care. Des conseils en ligne gratuitement pour les mamans qui ont des enfants, afin que vous puissiez à la maison bénéficier des prestations d'un pédiatre en ligne qui pourrait aussi venir vous consulter à domicile, ou alors vous pourriez venir en cabinet après une consultation ou alors un rendez-vous. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, nous parlons uniquement du diabète. Uniquement. Donc, en 2013, le chiffre d'affaires généré uniquement pour la prise en charge du diabète, c'est-à-dire le traitement du diabète, les dépenses que les patients ont eu à faire, en 2013, c'est 548 milliards de dollars. La question que je vais vous poser, c'est la suivante. Supposons, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent de la Côte d'Ivoire, qui me suivent du Burkina Faso, qui me suivent du Cameroun, qui me suivent du Mali, qui me suivent de partout à travers le monde. La question que je vais vous poser, est-ce que vous avez un diabétique dans votre famille? Les gens qui ont un diabétique dans leur famille, mettez en commentaire, j'ai un diabétique dans ma famille. Est-ce que vous avez un diabétique dans votre famille? Si oui, écrivez en commentaire, j'ai un diabétique dans ma famille. Ça va me permettre un peu de voir s'il y a des gens dans ce direct qui ont des diabétiques dans leur famille. Et là, je vais mieux vous expliquer, pour que vous puissiez mieux comprendre quelle est la magie ou quelle est l'industrie qu'il y a derrière uniquement cette maladie qu'est le diabète. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des diabétiques dans leur famille? Mettez en commentaire, j'ai un diabétique dans ma famille. Vous mettez juste, j'ai un diabétique dans ma famille en commentaire et ça va me permettre de voir ou de vous poser d'autres questions plus spécifiques pour que vous puissiez mieux comprendre en fait l'industrie qui tourne autour des maladies. Parce que je vous ai dit, le thème du jour, c'est l'industrie des maladies. C'est un thème dont on ne parle pas suffisamment. Moi, ce n'est pas en faculté de médecine que j'ai appris ça, parce qu'en faculté de médecine, on n'en parlait pas, du moins pratiquement pas, en ce qui concerne cet aspect stratégique. J'ai dû faire mes propres études pour comprendre exactement quelle est la magie qu'il y a derrière cette maladie. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui me disent, j'ai un diabétique dans ma famille, j'ai un diabétique dans ma famille. Alors, la deuxième question que je vais vous poser, supposons que c'est votre père qui est diabétique ou c'est votre mère qui est diabétique. Quels sont les produits que votre père ou votre mère ou la personne qui est diabétique dans votre entourage utilise au quotidien? Je vais vous citer quelques-uns parce que je sais que ce sera difficile si je dois attendre que vous répondiez et que je puisse interagir. Mais si vous avez des produits que les personnes de votre famille qui sont diabétiques achètent régulièrement pour prendre en charge leur diabète, mettez ces produits en commentaire. Ça veut dire listez, dites par exemple que mon père qui est diabétique achète parfois tel produit ou ma mère achète parfois tel produit ou tel autre médicament ou tel autre produit pour se prendre en charge. Mais je vais vous citer quelques-uns des produits pour que vous puissiez bien comprendre la statistique que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire 548 milliards de dollars, les dépenses pour le traitement du diabète en 2013. Selon la Fédération internationale du diabète. Alors, quelques produits, c'est par exemple quoi? Lorsque quelqu'un est diabétique, je ne vais pas entrer dans le diabète, la définition, machin. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez Internet, vous pouvez aller vous documenter par rapport à ça. Moi, je ne vais pas parler de la médecine ici, parce que ce n'est pas ça. Peut-être un autre jour, on va faire des articles pour parler du diabète, la définition, la prise en charge, etc. Aujourd'hui, moi, je parle de stratégie, je parle d'argent. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas l'argent, il peut se déconnecter du direct ou il peut identifier
un de ses proches qui aime l'argent et lui il se déconnecte, il laisse son proche qui aime l'argent suivre. Parce qu'aujourd'hui on va parler de l'argent. Parce que même quand on parle de maladie, il y a l'argent aussi. Alors, quelques produits qui tournent autour du diabète. Vous allez vous rendre compte que les gens qui souffrent du diabète ont par exemple un produit qu'ils vont régulièrement acheter. C'est par exemple le glucomètre. Le glucomètre, c'est ce petit dispositif-là. C'est un device médical qui permet de mesurer son taux de sucre dans le sang. Ce qu'on appelle la glycémie. Donc, ces personnes vont acheter des glucomètres. Alors, le glucomètre va venir avec des bandelettes. Ça veut dire quand vous avez un glucomètre, si vous avez dans votre famille ou désolé, il y a quelqu'un qui m'appelle, je ne sais pas pourquoi il m'appelle alors que je suis en direct. Vous allez vous rendre compte que la personne va utiliser le glucomètre pour pouvoir faire sa glycémie. Parce que la bandelette permet de mettre une gouttelette de sang. Et la gouttelette de sang, on va mettre la bandelette maintenant dans l'appareil. Et l'appareil va nous donner le taux de glycémie en fonction du sang et en fonction de la personne. Donc voilà, j'ai deux produits. Donc on a le glucomètre qui est un produit. On a la bandelette ou le paquet de bandelettes, c'est un autre produit. Mais ce n'est pas tout. Il y a ce qu'on appelle les lancettes. Les lancettes, c'est quoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était barbare de prendre, par exemple, une seringue, de piquer le doigt de quelqu'un pour prendre le sang qui va même sortir peut-être en jet et qui ne pourra pas sortir vraiment en goutte comme on le souhaite. Donc, il y a ce qu'on appelle des lancettes. Ce sont des petits dispositifs dans lesquels on met une toute petite aiguille et puis on actionne l'aiguille. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend votre doigt, on prend la lancette et on appuie. Dès qu'on appuie la lancette, la petite aiguille va venir comme une sorte de piston au niveau de votre doigt et percer juste un tout petit trou. Et lorsqu'on va enlever la lancette, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez dans une goutte de sang qui va sur votre doigt. On va mettre la goutte de sang sur la bandelette et puis on va mettre dans le glucomètre. Ça fait il y a 3 produits. Ça fait même 4. Parce que si on prend la lancette avec le dispositif dans lequel on met la lancette, c'est une petite aiguille. Ensuite, il y a un dispositif dans lequel on va mettre l'aiguille pour pouvoir piquer. Ensuite, il y a la bandelette. Ensuite, il y a le glucomètre. Mais ce n'est pas fini. Parce que si peut-être on prend la glycémie est très élevée, le diabétologue ou l'endocrinologue, qui est la spécialité la plus globale, va peut-être vous dire, si votre glycémie est peut-être à tel nombre ou à tel chiffre, il faut vous injecter telle quantité d'insuline. Pour vous injecter l'insuline, ça veut dire que vous devez acheter l'insuline. Et quand vous achetez l'insuline, ça vient avec un dispositif pour pouvoir vous injecter cette insuline-là. Voilà encore d'autres produits. Je ne parle pas des diabétiques, par exemple, qui sont sur le traitement oral, ce qu'on appelle les antidiabétiques oraux, comme le glucophage. J'ai vu quelqu'un qui a mis en commentaire le glucophage, ou tous les autres médicaments antidiabétiques oraux. Ça, c'est juste certains produits. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'autres produits qui tournent autour du diabète. Je ne parle pas du tensiomètre, parce qu'on va vous dire quand vous êtes diabétique, il faut contrôler aussi votre tension. Ce qui fait que les diabétiques, parfois, vont acheter un tensiomètre. Ça peut être un tensiomètre à brassard, ça peut être un tensiomètre qu'on met au niveau du bras. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il faut régulièrement prendre sa tension, Et en fonction de sa tension, le diabétologue ou l'endocrinologue, ou plus globalement aussi parfois le cardiologue, va vous dire exactement pour cette tension, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Donc, maintenant, soyez curieux. Chaque fois que vous allez voir un diabétique autour de vous, essayez de voir les produits qu'il utilise. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des médicaments, il y a des dispositifs médicaux, il y a parfois même des dispositifs qui vont mettre au niveau des genoux, des dispositifs qui vont mettre au niveau des pieds pour ne pas avoir des plaies, etc. Il y a des centaines et des centaines de produits qui tournent autour des patients diabétiques. Là, je suis encore sur les produits. Hein. Je vais même continuer. Les diabétiques en général, on va leur dire, vous devez avoir une alimentation particulière. Vous ne devez pas manger n'importe quoi. Vous ne devez pas consommer trop de sucre. Vous devez manger des protéines, etc. Ça veut dire que il doit avoir une alimentation différente de toutes les autres personnes. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'il y a des yaourts sans sucre. Il y a des chocolats sans sucre, comme par exemple une autre marque de chocolat qui sera sur le marché bientôt, qui s'appelle Choco. Si vous suivez ma page régulièrement, vous avez certainement déjà vu ce chocolat-là à travers plusieurs publications. Il sera sur le marché dans 2 semaines exactement. Et nous avons décidé de décliner un de ces chocolats qui est sans sucre pour que les personnes diabétiques puissent en consommer. Donc si vous avez un diabétique dans votre famille qui aime le chocolat, conseillez-lui Choco, qui est une marque de chocolat d'une industrie de la Startup Academy qui s'appelle Startup Foods et qui met sur le marché des produits agroalimentaires. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous avez des bonbons sans sucre. Vous avez du chocolat sans sucre. Vous avez le lait sans sucre. Vous avez pratiquement tous les produits sans sucre. Pourquoi est-ce qu'on fait des produits sans sucre? C'est parce qu'on sait qu'il y a des diabétiques et il y a des malades en général qui ont un régime particulier et qui vont consommer ces produits sans sucre. C'est pour ça que quand un diabétique arrive dans un supermarché, il va aller dans le rayon yaourt, il va chercher les yaourts sans sucre. Donc, voilà d'autres produits qui tournent autour de sa maladie. Parce que s'il n'y avait pas eu le diabète,
Si on n'avait pas dit au diabétique que tu ne dois pas consommer beaucoup de sucre, etc., il ne devait pas se retrouver en train de consommer un produit qui est sans sucre. S'il consomme le produit sans sucre, c'est parce que le médecin lui a recommandé à l'hôpital que tu ne dois plus manger n'importe comment. Tu dois t'alimenter maintenant avec des produits qui sont sans sucre. Et quand on dit sans sucre, en général, ce n'est même pas que parce qu'à l'intérieur, on utilise ce qu'on appelle des édulcorants, comme l'un qui s'appelle l'aspartame. Alors, ce qui se passe donc maintenant, c'est quoi? C'est qu'il y a aussi l'agroalimentaire qui a conçu des produits uniquement pour les diabétiques ou les personnes qui ont besoin d'avoir une alimentation particulière. Je vais continuer, parce que ce n'est pas tout. Là, c'est seulement l'alimentation et les produits. Il y a aussi les services qui tournent autour du diabète. Parce que le diabète à lui seul a permis de créer toute une spécialité médicale qu'on appelle la diabétologie. Aujourd'hui, vous allez voir un médecin qui va vous dire qu'il est diabétologue. C'est-à-dire qu'il est spécialiste d'une maladie qui s'appelle le diabète. Parce qu'avant, c'était globalement dans l'endocrinologie. Mais après, on a même encore apporté une autre spécialité qui est la diabétologie. Parce que s'il n'y avait pas eu le diabète, il n'y aurait pas eu cette spécialité. Ça veut dire que lui, ce médecin qui est spécialiste en diabétologie, lui, il gagne de l'argent grâce au diabète. Je vais prendre un autre exemple. Prenons par exemple les diététiciens qui vont concevoir des plats diététiques pour les personnes diabétiques. C'est aussi un autre service. Prenons par exemple les gens qui font dans la santé physique et sportive. C'est les gens qui vont proposer des programmes pour des diabétiques. C'est aussi un autre service. Je vais prendre, il y a tellement de services qui tournent autour du diabète. Maintenant, parce que les services, il y en a des centaines et des milliers. Je vois beaucoup d'autres personnes pour parler d'autres services et d'autres produits en commentaire. Ça prendrait toute une semaine pour parler rien que de ces produits. Mais maintenant, la question que je vais vous poser. Les produits que les diabétiques utilisent pour se prendre en charge là, qui fabrique les produits là? Qui fabrique? Maintenant, réfléchissez. Vous êtes 610 en ligne. J'ai envoyé les copies, composez, envoyez les résultats. Parce qu'on ne va pas attendre que j'aille corriger à la maison pour venir avec les résultats et classer par ordre décroissant pour dire que le premier de la classe a 19,5, deuxième de la classe 18,75. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est un devoir en direct. Vous êtes plus de 600, vous me dites les produits que les patients diabétiques achètent pour se prendre en charge. J'ai cité certains antérieurement. Qui fabrique les produits là? Je vous ai dit que ces produits et ces services ont généré en 2013 un chiffre d'affaires de 548 milliards de dollars en 2013. La question que je vous pose maintenant, c'est qui fabrique ces produits? Qui fabrique? Les produits là viennent d'où? Quand vous partez à la pharmacie acheter un glucomètre, le glucomètre là vient d'où? Les bandelettes que vous devez acheter tout le temps, ça vient d'où? Les lancettes que vous devez acheter tout le temps, ça vient d'où? Le glucomètre, ou alors, j'ai dit le glucomètre, le tensiomètre que vous devez acheter, il vient d'où? Les genoux, ou alors tous ces produits, les médicaments, les antidiabétiques oraux, ça vient d'où? L'insuline que vous injectez, ça vient d'où? C'est fabriqué par qui? Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Parce que j'ai dit que c'est 548 milliards de dollars, c'était en 2013. Donc, ça veut dire que nous sommes dans les malades. Parce que l'Afrique, c'est l'un des continents où il y a le plus grand nombre de diabétiques au monde. Nous sommes les malades. Nous achetons les médicaments. Nous achetons tous ces produits et tous ces services qui tournent autour du diabète. Mais l'argent, ce n'est pas nous qui gagnons. Ce n'est pas nous qui gagnons l'argent. C'est eux qui gagnent l'argent. Les plus de 500 milliards de dollars là, c'est eux qui prennent ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est quoi? Nous, on est seulement malades en fait. Nous, on est malades, on passe seulement à l'hôpital, on dépense de l'argent pour nous faire soigner, on amène notre père à l'hôpital, on amène notre mère à l'hôpital, on l'amène à la pharmacie. Mais on ne se pose jamais la question, nous sommes en train d'enrichir qui? On ne s'est jamais posé la question. On ne s'est jamais posé la question. Nous, on va seulement rester malade, donc c'est ça. Donc nous, on sera seulement malade. Donc on va seulement dire que non, mon père est diabétique, hein, ma mère est diabétique. Il y a beaucoup de diabétiques dans ma famille. On va seulement dire que je suis médecin, je suis à l'hôpital, je consulte les diabétiques à longueur de journée. Oui, tu consultes les diabétiques, c'est bien. La croissance même des patients diabétiques que tu consultes est en train de croître avec le temps. Parce qu'en 2017, le nombre de patients diabétiques que tu avais consultés, c'était peut-être 1000. En 2018, il passe à 1500, 2000, 3000. Parce que la croissance démographique en Afrique est en train d'augmenter. On est en train de changer notre mode d'alimentation. Ce qui fait qu'on devient de plus en plus diabétique. Mais la question qu'il faut se poser, qui gagne de l'argent avec le diabète? Qui gagne de l'argent? Qui s'enrichit? Qui est content lorsque nous tombions malades tout le temps? Qui est content? Parce que nous, on n'est pas content. Hein?
Parce que nous, on est malade. On doit encore dépenser notre argent pour nous soigner. Mais l'argent qu'on dépense là, ça ne nous revient même pas. Ça part aux autres. Donc nous, on est malade, on dépense de l'argent, on meurt dans les hôpitaux. Mais on ne se pose jamais la question, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi gagner de l'argent avec le diabète? Pourquoi on ne se pose pas cette question? Pourquoi en faculté de médecine, on n'enseigne pas aux étudiants? Ou en faculté de pharmacie, on n'enseigne pas aux étudiants comment faire pour fabriquer ces produits-là? Ou alors au moins créer des facultés pour former des gens qui vont fabriquer ces produits-là pour qu'on ne soit plus en train de dépenser notre argent et que ce soit les autres qui gagnent. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi? Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi? Pourquoi c'est tabou? Donc nous, on va dépenser notre argent pour nous soigner et être malade, c'est ça? Non, non, il faut que ça change. Non, 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 non. Il faut que ça change. Il faut qu'on... Je suis d'accord, hein, on peut tomber malade, oui. Mais il faut qu'on gagne de l'argent de notre maladie. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas seulement être malade et pleurer qu'on est malade et tout le monde dit que l'Afrique est malade et aidons l'Afrique. Parce que même quand on va aider l'Afrique, l'argent qu'on va prendre pour donner aux Africains, pour les aider parce qu'ils sont malades, ils vont prendre cet argent, ils vont acheter le glucomètre importé, ils vont acheter les bandelettes importées, ils vont acheter les antidiabétiques oraux importés, ils vont acheter le tensiomètre importé. Même parfois les médicaments et les aliments même qu'on utilise, parfois ils sont importés, parfois ils ne sont même pas produits localement. C'est un scandale. C'est dangereux. Donc nous, on va seulement être médecin pour consulter les gens et enrichir les autres. On va seulement être médecin pour consulter et prescrire les médicaments que les autres fabriquent et eux, ils gagnent de l'argent. Donc c'est seulement ça que nous, on va faire. On ne va pas aussi pratiquer le patriotisme sanitaire ou alors le patriotisme économique appliqué au domaine sanitaire. On ne va pas aussi le faire. Non, non, on doit le faire parce que c'est une opportunité d'affaires. Je vous ai donné la statistique tout à l'heure. 548 milliards de dollars. Ce sont les dépenses faites uniquement pour le diabète en 2013. Uniquement pour le diabète. L'autre question que je vais vous poser, il existe combien de maladies? Vous pouvez citer le nombre de maladies qui existent? Vous pouvez? Est-ce que vous pouvez citer le nombre? Parce que ce que je viens de vous prendre comme exemple là, en fait, on peut faire ça avec toutes les autres maladies. Hein? Parce que c'est la même chose avec toutes les autres maladies. Prenons la COVID-19. La COVID-19, lorsque vous partez à l'hôpital pour faire le diagnostic, le test qu'on utilise pour vous faire le diagnostic, ça vient d'où? Vous êtes posé la question. On parle des tests de diagnostic rapide. On parle de la PCR. La PCR qu'on utilise pour diagnostiquer le Covid ou la Covid, puisqu'ils ont décidé que ce sera une femme ou féminin. Ça vient d'où? Quand vous arrivez dans une pharmacie, quand vous arrivez dans un restaurant, quand vous arrivez dans une boulangerie et qu'il y a un ting-ting à l'entrée, qu'il y a un dispositif pour prendre votre température avec un thermomètre infrarouge, comme si le thermomètre a diagnostiqué une maladie, jusqu'à quand il appuie, il regarde. Parfois, il me demande que, mais si ça affiche quoi, tu vas dire que je n'entre pas dans le restaurant. Qu'est-ce que ça affiche? Si ça affiche quoi, tu vas dire que je n'entre pas. On est dans une comédie qui est quand même terrible. Le thermomètre infrarouge, il prend la température des gens et puis il regarde. Et dès qu'il vient de regarder, il dit, oui, monsieur, vous pouvez entrer au restaurant. Vous pouvez entrer au supermarché. Ça, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Vous connaissez le nombre de facteurs qui peuvent augmenter la température? Vous savez qu'une femme, même lorsqu'elle est en période d'ovulation, sa température augmente. Toi, tu es un comédien, tu es là, tu prends les températures. Mais la question qu'il faut même se poser, c'est le thermomètre infrarouge que tu utilises pour prendre la température des gens à l'entrée là, ça vient d'où? C'est fabriqué où? Le désinfectant pour les mains, même oui, c'est vrai. Il y a certains entrepreneurs qui ont même décidé de commencer à produire ça. Bien qu'à un moment donné, notamment au Cameroun, on a créé une mafia qui a mis sur pied certaines lois pour empêcher que certains jeunes puissent en bénéficier. Mais bon, nous, on avait déjà compris ça. Nos entrepreneurs se sont lancés brutalement dans la production des désinfectants pour les mains et ils ont gagné beaucoup de millions et j'en suis content. Mais ce n'est pas seulement aux désinfectants pour les mains qu'on doit s'arrêter. Tous ces produits sont fabriqués où et par qui? Qui gagne de l'argent avec ces produits? Parce que nous, on se contente seulement de rester à la télé. Oh, il y a eu 30 000 morts, il y a eu 50 000 morts, il y a eu 200 000 morts. On a encore dépisté 100 000 cas. Oui, mais la question que tu dois te poser, on a dépisté les 100 000 cas avec les tests qui viennent d'où? Qui a gagné de l'argent lorsqu'on dépistait là? Parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent pendant qu'on dépiste, puisque eux, ils vendent leurs tests. Lorsque quelqu'un est malade, on dit qu'il a bu telle molécule, telle molécule. Les médicaments là sont fabriqués où? Donc nous, on va seulement passer notre temps à compter le nombre de morts, à dépenser de l'argent pour nous faire soigner, à tomber malade. Mais on ne va jamais gagner de l'argent avec la maladie. Donc on ne va jamais le faire. C'est un gros problème. On ne peut pas se développer si on n'investit pas dans l'industrie pharmaceutique. Ce que j'appelle l'industrie des maladies.
Parce que c'est une industrie qui se développe grâce aux maladies. Parce que plus il y a de maladies, et mieux c'est. Mais nous les Africains, nous on est restés seulement dans la maladie. Nous on va seulement être malades. Nous on va seulement dire qu'il y a le paludisme qui nous tue. Il y a la fièvre typhoïde qui nous tue. Il y a le choléra qui nous tue. Moi on ne se pose jamais la question, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas gagner aussi de l'argent avec le choléra? Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas aussi gagner de l'argent avec l'hypertension artérielle? Pourquoi on ne doit pas gagner de l'argent avec la Covid et toute l'industrie qui est autour? Pourquoi on ne doit pas gagner de l'argent avec toutes ces maladies? Pourquoi? Pourquoi on doit seulement rester nous plaindre qu'il y a la maladie, il y a ceci, il y a cela, l'Afrique est maudite? Non, 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 l'Afrique n'est pas maudite. La croissance démographique de l'Afrique, la forte jeunesse de l'Afrique, qui est le continent qui a la plus grande proportion de jeunesse. En fait, ce continent, c'est l'avenir. C'est grâce à nous que le monde va se développer. Pour ceux qui n'ont pas encore compris ça, je dis bien que c'est grâce à nous que le monde, je ne parle pas du Cameroun, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas du Sénégal, je parle du monde entier. Le monde entier va se développer grâce à la jeunesse africaine. Oui, parce que nous avons la jeunesse la plus jeune, parce que nous avons la jeunesse la plus compétente, parce que nous avons les ancêtres qui étaient les plus valeureux, même si on ne veut pas nous parler de leur histoire. Mais le problème qui se pose, c'est que nos ancêtres ont transmis leur technologie à travers notre culture, à travers nos traditions, à travers nos langues. C'est la raison pour laquelle il y a certains mots dans vos langues qu'on ne peut pas traduire en français. Parce que si on traduit ces mots en français, on va forcément changer le sens. Parce qu'il n'y a aucun équivalent en français ou en anglais ou en espagnol de ces mots dans nos langues-là. Parce que nos ancêtres ont transmis leur technologie, leur science à travers nos langues. Et aujourd'hui, on veut se développer sans comprendre notre culture. Ça veut dire qu'on veut laisser tous les millénaires que nos ancêtres ont ensevelis de connaissances, de savoir, de talents, de sciences. Donc on laisse ça pour aller apprendre ce que les autres viennent nous apprendre, alors que c'est une science qui est biaisée. Parce qu'ils veulent qu'on reste dans l'asservissement. Parce qu'ils veulent qu'on soit juste des ouvriers. Comme j'ai eu à faire une vidéo, le titre c'était « L'école forme les ouvriers ». Parce qu'on nous apprend à l'école uniquement ce qui va nous permettre d'être des ouvriers. Moi j'ai fait la faculté de médecine. Je suis médecin depuis 2014. Est-ce que ce que je dis maintenant, je l'ai appris en faculté de médecine? Non, parce qu'on ne l'a pas appris en faculté de médecine. Parce que les programmes en faculté de médecine sont conçus pour que moi, médecin, lorsque je devienne médecin, je prescrive uniquement des médicaments qui sont importés. J'utilise uniquement des guides de prescription médicale qui ne comportent que les médicaments de l'Inde européenne, américaine, asiatique, etc. On ne me forme pas pour être un médecin pour les Africains. Un médecin qui comprend l'environnement. D'être un médecin qui comprend que dans l'environnement, l'être humain n'est qu'un élément de l'écosystème de l'environnement. Un être humain n'est pas plus important qu'un ver de terre. Parce que le ver de terre, sans lui, il n'y a pas d'agriculture. S'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'aliments. S'il n'y a pas d'aliments, l'être humain ne va pas se nourrir. Donc ne pensez pas que vous, en tant qu'être humain, vous êtes plus important que le ver de terre. Non, nous sommes tous des éléments d'un écosystème où nous sommes tous indispensables. Parce que la question que vous devez vous poser, dernièrement c'était la fête du mouton. Lorsqu'on tue le mouton part où? Il part en enfer ou il part au paradis? Parce qu'on ne s'est jamais posé la question. Hein. On s'est dit seulement que quand l'être humain meurt, il faut aimons-nous les uns les autres. Honorons ton père et ta mère. Il faut vraiment pratiquer la religion. Il faut aller à l'église tous les dimanches, machin. Aller au paradis, n'est-ce pas? Pour que vous partez au paradis. Mais le mouton qu'on a tué pendant la fête du mouton, lui, il est parti où? Au paradis ou en enfer? Est-ce qu'il y a les pasteurs des moutons pour leur prêcher la bonne nouvelle, pour que quand ils meurent, ils partent au paradis ou en enfer? Il y a les pasteurs des moutons. Il y a les pasteurs des porcs. Lorsqu'on tue les poulets en décembre, il y a quelle relation entre le poulet, la naissance du sauveur? Il y a quelle relation entre les deux? Et le poulet, est-ce qu'il y a les pasteurs des poulets? Est-ce qu'il y a un poulet pasteur? Donc lui, il dit aux autres poulets, voilà comment il faut se comporter pour que quand on va nous égorger en décembre, là, on parte au paradis. Il y a ça. Il y a les pasteurs des poulets. Il y a l'église des poulets. Il y a un endroit où les poulets se réunissent pour qu'on prêche la bonne nouvelle afin que quand les poulets seront égorgés en décembre, ils partent au paradis. Il faut allumer le cerveau. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut vendre son lit. Parce que vendre son lit ne veut pas dire le lit physique où on dort, parce que le sommeil, il est indispensable. Le lit là, il est intellectuel. C'est ce coma intellectuel dans lequel on nous a plongé. On a congelé nos cerveaux pour qu'on ne puisse pas réfléchir opportunité, pour qu'on ne puisse pas réfléchir argent. Oui, parce que dans ce monde, c'est l'argent qui compte. Fatalement. Ce n'est pas moi qui ai voulu. Moi, j'aurais aussi voulu qu'on s'aime. J'aurais voulu que dans ce monde, l'amour qui prime.
J'aurais voulu que quand j'allume la télévision, au journal, on dit seulement qu'au Congo, il y a les gens qui s'aiment. Au Bénin, il y a les gens qui s'aiment, ils s'embrassent dans la rue. En France, les gens s'embrassent seulement dans la rue parce que tout le monde s'aime. Moi, j'aurais aussi voulu, hein, vraiment. J'aurais voulu que ce soit comme ça. Mais sauf que la société dans laquelle nous sommes, on respecte uniquement les gens qui ont de l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, on ne te respecte pas. Même dans votre famille, vous retenez uniquement les noms des membres de votre famille qui ont beaucoup d'argent. Vos cousins qui n'ont pas... La connexion nous a encore lâchés. Et la connexion ne fait que nous lâcher. Mais il nous manque 15 minutes pour la fin du direct. Et j'étais en train de dire, vous retenez uniquement les noms des membres de votre famille qui ont de l'argent. Parce que vos cousins qui n'ont pas d'argent, vous ne retenez pas leur nom. Vous ne savez même pas où ils habitent. Vous ne savez même pas dans quel quartier ils sont. Mais vos cousins qui sont milliardaires, vous connaissez leur nom. Vous savez qu'il y a tel là, il s'appelle Tonton Marc. Il habite à Douala, il a telle entreprise, telle entreprise. Ça veut dire que le seul indicateur mesurable, pertinent, qui fait qu'on respecte les gens, c'est l'argent. Si vous voulez, vous ne voulez pas. La société est comme ça. Moi, je voulais qu'on s'aime, mais on ne s'aime pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ne s'aiment pas. Et je vous ai expliqué pourquoi dans la première partie du direct. Et on ne va jamais s'aimer. Mais ce qu'on peut faire, on peut imposer aux autres de nous respecter. On peut imposer aux autres de respecter qui nous sommes. Et pour que les autres nous respectent, il faut qu'ils comprennent qu'on a notre culture, qu'on n'est pas en train de calquer la leur. Parce que quand on calque la leur, on ne peut pas être meilleur que dans leur culture. C'est la première chose. 2, il faut qu'on ait l'argent. Parce que quand tu as l'argent, on te respecte. C'est comme ça. Quand tu as l'argent, on te respecte. Et pour avoir de l'argent, il faut qu'on s'intéresse à des secteurs d'activité qui produisent beaucoup d'argent, comme l'industrie pharmaceutique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de l'industrie de la maladie ou des maladies. En vous prenant un seul exemple, le diabète, qui en 2013 a généré 548 milliards de dollars de chiffre d'affaires uniquement pour les dépenses en ce qui concerne le traitement. Ça, c'était en 2013. Dans cet argent, il n'y a pas les Africains. Les Africains ne gagnent pas d'argent. Les Africains sont juste les ouvriers dans ces industries pharmaceutiques-là. Mais ceux qui gagnent vraiment l'argent, qui découlent des maladies dont nous souffrons, ce sont les Occidentaux, ce sont les Asiatiques, ce sont les Américains. Et vous pensez que ça va continuer comme ça? Non, non, non. On va vendre nos lits désormais. C'est pour ça que j'ai créé le concept de vendre. Parce que désormais, chacun doit se battre très dur pour dire, ok, dans cet écosystème, quel est le couloir que moi j'ai choisi pour gagner de l'argent? Et si vous n'avez pas les compétences pour le faire, vous pouvez venir à la Startup Academy. Vous pouvez consulter la page Startup Academy. Vous pouvez consulter ma page pour voir les formations que nous offrons. Vous pouvez venir dans nos sièges. Vous pouvez me contacter inbox pour qu'on discute ensemble. Et si vous ne savez pas comment faire, ensemble, nous allons trouver le moyen de le faire. Parce que moi seul, je ne peux rien. Si je suis seul, je ne peux rien faire. Même dans un petit quartier, je ne peux rien faire seul. Dans une petite ville, je ne peux rien faire seul. Donc j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des jeunes. Nous avons besoin des moins jeunes, des plus vieux. Nous avons besoin de toutes les compétences qui vont nous permettre de faire en sorte qu'enfin, on puisse respecter l'Afrique. Pas parce que l'Afrique supplie que respectez-moi, mais parce que l'Afrique impose par son talent, impose par ses résultats, impose par ses réalisations aux autres que désormais, c'est terminé avec l'asservissement. Et ce n'est pas important un t-shirt sur lequel c'est écrit « Respectons l'Afrique ». Un t-shirt sur lequel c'est écrit « L'Afrique doit être indépendante, qu'on va nous respecter ». Non, non, non. Ce n'est pas important les t-shirts qu'on va nous respecter. Parce que le t-shirt que tu portes là, il vient de la Chine. Tu ne peux pas porter un t-shirt chinois sur toi et dire qu'il faut qu'on respecte l'Afrique, alors que même le t-shirt, tu n'es pas capable de produire. Alors que le riz que tu as mangé le matin, il vient de la Thaïlande. Alors que les médicaments que tu bois tous les jours viennent de l'Europe, des États-Unis ou de l'Asie. Tu ne peux pas attendre qu'on te respecte alors que tu ne produis même pas ce qui te permet de te nourrir, de te vêtir, de manger, de te soigner. Et tu veux qu'on te respecte. Qui doit te respecter? Si tu n'arrives même pas à t'estimer toi-même, personne ne va te respecter. Non. Et pour qu'on nous respecte, il faut que désormais ça change. Il faut que désormais on arrête de se plaindre, qu'on ne nous aide pas, on ne nous soutient pas. Je vous ai dit qu'on ne peut pas nous aimer. On ne peut pas. Pourquoi vous voulez qu'ils nous aiment? Même le direct que je suis en train de faire actuellement, ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Parce qu'eux, ils gagnent de l'argent à travers cette ignorance qui est véhiculée. Donc ce que je dis là, ça les énerve. Mais il faut qu'ils comprennent que je ne suis plus seul. Que nous sommes désormais 700 en ligne et plus d'1 milliard en Afrique. Et nous avons compris les enjeux. Et désormais,
nous allons mettre notre talent, nous allons travailler ensemble afin de pouvoir contribuer au développement de l'Afrique qui est notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Togo, le Cameroun, ce sont de tout petits quartiers. Parce qu'en 1884, ils ont saucissonné l'Afrique pour dire que toi tu es Congolais, toi tu es Gabonais, toi tu es Tchadien. Pour qu'on ne puisse pas cerner la puissance de l'Afrique qui fait plus de 30 millions de kilomètres carrés. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, désormais, on va travailler ensemble, même pas la force. Même si vous ne le voulez pas, on va travailler ensemble. On va le faire, même si vous ne le voulez pas. Chaque vendredi maintenant, on va faire un direct. Oui. Chaque vendredi, on fait un direct où on va prendre un thème qu'on va développer. Chaque mercredi, vous suivez aussi le direct du stratège Ulrich Ngegan sur sa page. Désormais, c'est comme ça. On va saturer dans ces 200 publications par jour. Maintenant, qu'on va faire? Oui. Si vous n'aimez pas lire, on va faire 150 vidéos par jour. On va publier sur toutes les plateformes, y compris nos plateformes que nous sommes en train de développer, qui vont venir bientôt. Parce que désormais, on ne doit plus faire le direct sur Facebook. Désormais, on ne doit plus faire le direct sur Instagram. Non, on doit faire le direct sur nos propres plateformes. On va parler en nos propres langues. De telle sorte que pour qu'eux-mêmes puissent comprendre ce qu'on dit, il faut qu'ils cherchent un traducteur qui va traduire nos langues pour qu'ils comprennent. Donc, on va leur faire ce qu'ils sont en train de nous faire actuellement. Aujourd'hui, pour apprendre, on te dit qu'un cours est en chinois. Donc, tu dois apprendre le chinois pour pouvoir apprendre une nouvelle leçon. Non. Désormais, on va faire des directs en Menzumba. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne comprend pas le Menzumba, qui est une langue de l'ouest du Cameroun, veut comprendre ce qu'on dit. Il va chercher. Le traducteur là va traduire le Menzumba en français ou en anglais. Là, il va essayer de comprendre. Et étant donné qu'il y a des notions en Menzumba qu'on ne peut pas traduire en français, parce que ça véhicule notre culture, ça véhicule une histoire qu'on ne peut pas superposer dans une autre langue, il y aura donc des choses qu'ils ne vont jamais comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Moi, j'ai décidé de dire non à ce genre d'aberration. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer. Non. Non. Je vais même encore prendre un autre élément sur le diabète. Et là, je fais même un coucou, même avant de passer à Alain Ekambi. C'est le fondateur de Dicalo avec toute son équipe. Alain, pardon, le bavard le plus sur Facebook. Nous, on attend Dicalo 2. Parce que si Dicalo 2 était déjà là, c'est que moi, il faisait le direct sur Dicalo 2. Toi, tous les jours, tu bavardes. Vraiment, c'est monté, descendu. Dicalo aura ceci. Nous, on attend Dicalo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Dicalo, Dicalo, c'est un réseau social africain qui a été fondé par un Camerounais qui s'appelle Alain Ekambi avec toute son équipe. Parce que quand je dis pas un Camerounais, c'est comme s'il était seul. C'est avec toute son équipe. Et je leur fais un grand big up parce qu'ils sont en train de mener le même combat que nous menons, notamment sur le plan digital. Pour conclure ce direct, je vais prendre un dernier exemple, notamment en ce qui concerne le diabète. Lorsqu'on veut diagnostiquer le diabète, on fait le test de glycémie, n'est-ce pas? On fait la glycémie, on vous dit que si votre glycémie est peut-être à 1,26, on va mesurer ça plusieurs fois sur une certaine période. On va vous diagnostiquer que oui, vous avez le diabète. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est une manipulation. Pourquoi c'est une manipulation? Parce que ce chiffre change tout le temps. Je vous prends un exemple. En 1997, c'est l'année où l'OMS a décidé de changer le chiffre et de passer de 140 mg par décilitre à 126 mg par décilitre. Entraîné, le simple fait de changer le chiffre dans un pays comme les États-Unis, ça a entraîné 1,7 million de patients diabétiques en plus. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le diabète c'était encore 140 mg par décilitre, qu'est-ce qui se passait? On avait des patients qui étaient diabétiques avec ce chiffre parce que dès qu'on mesurait ta glycémie, dès que tu avais ce chiffre, on disait que tu es diabétique. En 1997, ils sont passés de 140 à 126, ce qu'on utilise aujourd'hui. Rien qu'aux États-Unis, ça a fait en sorte que 1 700 000 patients entrent maintenant dans la définition du diabète. Ça veut dire qu'eux, ils étaient peut-être à 127 ou 100. Comme le diagnostic était à 140, on ne les considérait pas comme diabétiques. Mais comme on a baissé le diagnostic à 126, ils entrent maintenant dans la définition du diabète et ils doivent aussi commencer à utiliser les produits, les services et tout ce qui tourne autour du diabète. Donc, on va commencer aussi à gagner de l'argent avec eux uniquement en changeant le chiffre qui permet de diagnostiquer le diabète. La question que je vais vous poser, lorsqu'on change le chiffre pour diagnostiquer le diabète, est-ce qu'il y a les Africains? Est-ce que ce sont les Africains qui décident? Parce que les gens restent à Genève, ils décident que désormais pour diagnostiquer le diabète, ce sera 126. Et nous au Cameroun, au Togo, en Côte d'Ivoire, on change aussi, on dit que désormais aussi c'est 126. Est-ce qu'ils ont mené les études
population pour savoir si à 126, on doit dire que chez nous, quelqu'un est diabétique. Non. Eux, ils décident là-bas, nous, on applique seulement et on les remplit riches. Non, non. Non, non, non. On ne va pas continuer comme ça. On ne peut pas être aussi stupide et aussi idiot toute la vie. Non, ça doit changer. Et pour que ça change, il faut que vous connectez, puissiez prendre conscience de ces enjeux et décider que ça ne continue plus comme ça. Il faut que vous puissiez former vos enfants pour que vos enfants, même dès la maternelle, puissent comprendre que, attention, on ne doit pas seulement réciter et être comme des répétiteurs chroniques. On doit pouvoir questionner ce qu'on nous apprend, voir si c'est pertinent et proposer même des solutions meilleures qui correspondent à l'Afrique. Je vais terminer avec, je ne vais pas qualifier ça comme une maladie, mais c'est un état physiologique, c'est la grossesse. La grossesse. Lorsqu'une femme est enceinte, ça c'est l'exercice que je vais vous donner pour la fin du direct. Lorsqu'une femme est enceinte, quels sont les produits et les services qu'une femme utilise du début de sa grossesse jusqu'à l'accouchement? Quels sont les produits qu'elle utilise? La deuxième question que vous devez vous poser, qui fabrique les produits qu'une femme utilise lorsqu'elle est enceinte? La deuxième question que vous devez vous poser. Et la troisième question que vous devez vous poser, c'est que représente l'Afrique ou les Africains dans ces produits qui représentent énormément d'argent? Parce qu'une femme enceinte, c'est une industrie autour de laquelle tournent des produits et des services. Mais les Africains sont juste enceintes. Les Africains, dès qu'il pleuve pour faire l'amour et mettre les femmes enceintes. Les Africains, dès que sa femme est enceinte, il prend son salaire, il paye les visites, il achète des médicaments, il achète le fer, il achète ceci, il achète le tiret pour le bébé. Oui, il ne se pose jamais la question, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi gagner de l'argent avec l'industrie des femmes enceintes? Ça, c'est l'exercice que je vais vous donner pour la fin de ce direct. Pour que enfin, quand vous voyez une personne malade, la question que vous devez vous poser, ce n'est plus « Ouais, pourquoi tu es malade? Ouais, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi ?» La question que vous devez vous poser, c'est « Waouh, il y a combien de personnes qui souffrent de cette maladie dans mon pays, ou même dans ma ville, ou en Afrique, ou dans le monde? Et quels sont les produits et les services qui tournent autour de cette maladie? Est-ce que parmi tous ces produits et tous ces services, mes compétences ne me permettent pas de pouvoir mettre sur pied un de ces produits, un de ces services pour gagner aussi de l'argent? C'est la question que vous devez vous poser désormais. Et être quelqu'un qui sait saisir les opportunités en vendant son lit tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'à l'école et en faculté de médecine, on ne parlait pas de tous ces enjeux, j'ai décidé de créer ma propre faculté de médecine. Et cette faculté de médecine s'appelle Médecin 2.0. Médecin 2.0, c'est un projet que j'ai mis sur pied en 2018. Et en fait, c'est un programme de formation vers toutes les catégories du corps de métier de la santé afin de leur faire comprendre que désormais, le temps où tu étais un médecin, tu t'en sortais dans la société, tu trouvais un bon emploi bien rémunéré, où tu étais infirmière ou infirmier, sage-femme, physiothérapeute ou alors pharmacien ou toutes les disciplines de la santé, le temps où tu étais dans ces corps de métier et tu t'en sortais, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, même les médecins sont au chômage. Ah oui, dans pratiquement tous les pays africains, dans un pays comme le Cameroun, les médecins sont au chômage. Les médecins travaillent comme bénévoles parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les médecins signent les pétitions parce qu'on a diminué leur salaire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il faut devenir un médecin 2.0. Quand je mets médecin, ce n'est qu'un terme générique parce que ça prend aussi en considération toutes les autres catégories de corps de métier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai développé un programme de formation qui s'appelle Médecin 2.0 où ce que je vous ai appris dans ce direct, ce n'est qu'un petit module de tout ce programme de formation qui fait plus de 40 heures de formation en vidéo. Si vous souhaitez bénéficier de ce programme de formation, ça s'appelle Médecin 2.0. Vous me contactez en inbox, vous dites que je souhaite bénéficier de la formation Médecin 2.0 ou alors vous écrivez en commentaire ou vous contactez un des numéros qui est écrit en commentaire là pour bénéficier de cette formation Médecin 2.0. Spécialement pour vous qui êtes en train de suivre ce direct. Cette formation qui fait 40 heures, qui comporte 150 supports électroniques et physiques qui vont vous faire comprendre de façon basique les enjeux de l'entrepreneuriat dans le domaine médical afin que vous puissiez saisir ces opportunités. Je vais vous laisser cette formation à 25 € ou à 10 000 francs CFA pour ceux qui résident au Cameroun. Mais c'est uniquement de maintenant jusqu'à dimanche 26, non plutôt dimanche 16 août 2020. Donc jusqu'à dimanche 16 août 2020, si vous souhaitez bénéficier de cette formation Médecin 2.0 où j'aborde de façon beaucoup plus approfondie ce que nous avons vu tout au long de ce direct parce que le direct ne fait qu'une heure. Je pourrais aller beaucoup plus en profondeur mais il est trop court pour pouvoir développer. Dans cette formation,
vous me contentez en inbox, vous dites que vous voulez la formation médecin 2.0. Même si ça ne vous aide pas, ça va aider un de vos proches qui est en train de se former en médecine, en soins infirmiers, qui est en train de se former pour devenir pharmacien ou toutes les autres catégories du corps de la santé. Et enfin, actuellement, il y a une promotion sur mes 2 nouvelles formations. La formation « Comment trouver des financements pour votre projet ». Si vous avez des difficultés pour trouver des financements, si vous avez des idées, vous avez des projets, mais vous ne trouvez pas de financements et vous voulez savoir comment faire, je vous enseigne comment moi j'ai fait pour bénéficier des financements dans mes projets pour plus de 100 millions de francs CFA depuis près de 6 ans que j'entreprends. C'est très simple aujourd'hui avec le digital de trouver des financements. C'est très simple. N'emprisonnez plus vos idées. Ne vous auto-censurez plus avec vos projets parce que vous dites que vous n'avez pas le financement. Non, c'est fini désormais. Dans l'offre que je vous fais ce week-end, vous avez ma nouvelle formation où je vous apprends comment trouver de l'argent pour vos projets, qu'importe le projet. La deuxième offre, c'est la formation « Comment passer d'une idée à un projet ». Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des idées, mais ils ne savent pas exactement ou elles ne savent pas exactement comment faire pour passer à un projet, pour mettre sur pied leur entreprise, pour pouvoir l'implémenter de façon simple, méthodique, en Afrique, bien sûr, en respectant le contexte social, économique et culturel africain, au lieu de vouloir calquer ce qui se fait dans d'autres pays qui ne correspondent pas à notre environnement. Donc, ces 2 formations, c'est-à-dire comment trouver des financements pour votre projet et comment passer d'une idée à un projet, ces 2 formations qui font 14 heures de vidéo, ça veut dire qu'importe l'endroit du monde où vous vous trouvez, vous pouvez bénéficier de ces formations-là parce que quand vous achetez, vous bénéficiez d'un lien qui vous permet de télécharger le contenu de ces formations, qu'importe l'endroit du monde où vous vous trouvez. Et si vous êtes à Yaoundé ou à Douala, vous pouvez passer dans les sièges de Startup Academy, bénéficier de ça directement sur place et soit le prendre dans un support comme une clé USB ou un disque dur externe dans votre ordinateur, dans votre téléphone et suivre la formation. Et en bonus, pour ceux qui vont acheter cette formation avant le dimanche 16, c'est de 4 autres formations. La formation sur comment trouver de bons collaborateurs pour son projet. Dans cette formation, je vous explique comment faire pour trouver de bons collaborateurs. La formation sur les secrets et surtout les pièges à éviter lorsqu'on se lance dans le domaine de l'élevage. La 3e offre bonus, c'est la formation sur la gestion des finances personnelles. Comment gérer vos finances personnelles. C'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que gagner de l'argent, c'est une chose, mais savoir gérer ses finances, c'est autre chose. Donc, dans cette formation, je vous apprends comment gérer vos finances personnelles. Et enfin, vous avez la formation sur comment multiplier votre chiffre d'affaires par 3 en quelques semaines. Donc, les 2 formations, trouver les financements pour mon projet, passer d'une idée à un projet. Et les 4 bonus, c'est-à-dire comment multiplier mon chiffre d'affaires par 3 en quelques semaines, la gestion de mes finances personnelles, les secrets et les erreurs à éviter lorsqu'on se lance dans l'élevage. Et enfin, toutes les techniques en ce qui concerne le recrutement ou comment trouver de bons collaborateurs. Toutes ces formations, plus mon livre « Le jeune entrepreneur africain en version électronique », vous l'avez entre le 14 et le 16 août 2020 à 25 € seulement. Donc, toutes ces 6 formations, plus mon livre électronique, Le jeune entrepreneur africain, vous l'avez à 25 €. Si vous êtes au Cameroun, ça vous revient à environ 10 000 francs CFA. Donc, pour l'avoir, la seule chose que vous devez faire, contactez-moi inbox ou écrivez en commentaire, je souhaite bénéficier de l'offre de ce week-end à 25 € à 10 000 francs et nos équipes vont vous contacter et mettre à disposition cette offre pour vous. Si vous souhaitez bénéficier des autres formations, médecin 2.0, un mois pour devenir mon propre patron, vendeur 3.0, comment gagner de l'argent sur WhatsApp, comment gagner de l'argent sur Facebook ou toutes ces autres formations que nous mettons à disposition de Startup Academy, n'hésitez pas, écrivez en commentaire ce dont vous avez besoin et nous allons vous contacter. Pour finir, je vous annonce le nouveau projet de la Startup Academy qui s'appelle Startup Food. Startup Food, c'est une industrie à travers laquelle nous allons mettre sur le marché un ensemble de produits agro-industriels qui sont entièrement fabriqués au Cameroun et en Afrique. Parce que nous en avons marre de consommer des produits basiques qui viennent d'ailleurs. Et le premier produit que nous mettons sur le marché s'appelle Choco. Choco, c'est une marque de chocolat fabriquée avec du cacao camerounais transformé par des Camerounais. Et c'est un chocolat qui sera décliné en 4 saveurs. Nous aurons du chocolat sans sucre pour que les diabétiques puissent consommer un chocolat excellent avec des fèves de cacao qui viennent du Cameroun, qui sont qualifiées comme étant l'une des plus fines au monde, ces fèves-là. Le deuxième chocolat, c'est un chocolat au lait. Le troisième, c'est un chocolat blanc. Et le quatrième, c'est un chocolat noir. Tous ces chocolats entièrement fabriqués au Cameroun à travers la marque Choco
qui est un produit de Startup Foods et Startup Foods étant une industrie de la Startup Academy. Sur ce, je suis ravi d'avoir partagé ce direct avec vous. Je suis Claudel Numbissier. On se donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure pour un autre direct aussi percutant sur une autre thématique qui va vous inspirer et vous pousser à vous lancer définitivement dans votre projet, devenir la lumière qui va permettre d'éclairer votre famille nucléaire, votre famille beaucoup plus globale, votre quartier, le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin et beaucoup plus grandement notre pays, tous ensemble, qui est l'Afrique. Je suis Claudel Numbissier et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un prochain direct exclusif. Alors, le but, c'est qu'à la fin de la formation, chacun des groupes doit pouvoir avoir créé sa structure hospitalière avec les premiers résultats, le nombre de patients qu'ils ont déjà pu avoir, le chiffre d'affaires qu'ils ont pu réaliser. Toutes leurs réalisations, on doit pouvoir répertorier ça à la fin de la formation et voir exactement ce que chacun des groupes a pu faire. Que vous allez beaucoup lire pendant ces 1 mois. Au moins 50 livres qui n'ont rien à voir avec la santé. Donc vous allez lire des livres qui n'ont rien à voir avec la santé. Il n'y aura pas des livres de physiopathologie ou de chirurgie ou d'anatomie. Ce seront des livres qui ont trait à l'entrepreneuriat, mais orientés vers la santé. Il y aura un test que vous allez faire pour identifier quelle est la forme d'intelligence qui est la plus prédominante chez vous. Parce qu'en fonction de cette forme d'intelligence, on verra dans quel domaine entrepreneurial, en ce qui concerne la santé, vous pourriez mieux exceller. Parce que c'est une implication dans le choix du projet entrepreneurial que vous allez avoir, soit pendant ou après la formation.